Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 23 mai 2025. Cette semaine au programme, on va parler de mémoire, on va parler de jugement, de communauté en ligne, de technologie et même, on va encore reparler de F1. D'abord, une discussion avec Joselito Michaud, que vous connaissez de la télé probablement. Depuis quelque temps, il anime une communauté sur Facebook et ça a attiré mon attention parce qu'il disait récemment qu'il arrive aujourd'hui à avoir sur Facebook le même contact qu'il avait avec le public à l'époque de ses émissions télé. Alors, on va parler de ça avec lui. On va aussi aborder un sujet de fond avec Lionel Tardy, l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur la mémoire et le jugement des jeunes. Un échange important à l'heure où l'IA prend de plus en plus de place dans leur quotidien. Autre rencontre, cette fois avec un entrepreneur québécois, le PDG de Sound Good, un fabricant de casques d'écoute. On va parler de l'entreprise, de leur vision du son et de ce qui les distingue dans un marché très concurrentiel. Et puis, avec le Grand Prix de Formule 1 qui s'approche de Montréal, en fin de semaine, c'est à Monaco, Luc Dupont vient nous parler de marketing numérique sportif et de F1. Et du côté de mes collaborateurs cette semaine, depuis la Suisse, Thierry Weber nous raconte comment les robots taxis chinois vont débarquer bientôt dans son pays. Stéphane Ricoul, lui, nous amène du côté du Vatican. Vous voyez, on reste en Europe. Oui, le Vatican. Et on va parler d'intelligence artificielle. C'est le sujet qu'il a décidé d'explorer. Donc, le Vatican et l'intelligence artificielle. Et puis, Jean-François Poulain s'intéresse au design UX dans un secteur souvent perçu comme rigide, le monde de l'assurance. Et puis, comme à l'habitude, on va commencer l'émission avec l'actualité numérique de la semaine. Et pour ce faire, on va aller retrouver Jérôme Colombin, avec qui on revient sur notamment les récentes annonces de Google. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Et puis maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Alors d'abord, Marie Jolimis Gourdet, Jean-Claude Fréchette, Claude Bisson, Denis Turbide et Anna-Marie Périgan. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis à vous qui m'écoutez, mais que je n'ai pas nommé, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, en route vers Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Tu es là, mon fidèle camarade à Montréal. Comment vas-tu? Je suis là, mais je ne pourrais pas te dire mon fidèle camarade à quelque part parce que je ne sais pas où t'es. Mais oui, je sais que tu n'es pas chez toi. Non, c'est vrai, je suis pas chez moi cette semaine. Je suis en balade. Je suis venu prendre un petit peu le soleil, mais tu vois, c'est pas des vraies vacances non plus. Hein. C'est ça la vie de podcasteur. Toi, tu fais du télétravail. Exactement. Voilà. Avantage, c'est qu'on peut travailler de partout quand on fait du podcast. Mais inconvénient, c'est qu'on s'arrête jamais. Ouais. Donc nous sommes là. Donc, ça t'a pas empêché de suivre l'actualité? Hein? Ah, mais alors, franchement, mais quelle semaine! Quelle semaine! Pas de vacances! Mais fantastique, ces annonces. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur principalement les annonces Google, qui sont quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais cette keynote, moi, j'ai été obligé d'y revenir plusieurs fois, parce que de prime abord, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas transcendant, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ils nous présentent Astra, Starline, etc. Mais en réalité, quand tu creuses, c'était un déluge d'annonces dans tous les domaines, des choses très spécialisées, très professionnelles, et puis d'autres qui concerne plus le grand public, mais au final, il nous faudrait 1 heure pour débriefer ces annonces Google du début de semaine. Et je pense que, je n'exagère pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont prononcé le mot Android seulement 5 fois, tellement c'était l'IA. Gemini. Oui, et le nom des nouveaux produits, plus particulièrement Gemini. Et donc, c'est ça. C'est un peu comme s'ils avaient évacué tout ce qui était, j'exagère un peu là, mais tout ce qui était Google et que là, maintenant, on focus sur Gemini et on mise le tout pour le tout. J'avais l'impression d'être au casino et de voir, on prend notre fortune, ça passe ou ça casse. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même, il y a beaucoup de noms de produits. Hein. C'est impossible de tous les nommer, ça rime plus à rien. Hein. Il y a des petits noms pour chaque truc. Toi, qu'est-ce que tu as retenu, Bruno, de plus spectaculaire?
Ben, je pense que deux choses que je retiens, ben, pas je pense, je retiens deux choses. D'une part, c'est le mode AI qui arrive dans le Google Search, donc qui va Ouais. finalement, et il devait faire quelque chose, on s'entend, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Google a de la pression, GPT qui est dans ses jambes, Perplexity qui est encore plus fort que ChatGPT dans la recherche, qui prend des parts de marché. Et puis là, ben, Google devait faire quelque chose. Ben, ils arrivent avec la force qu'ils sont capables, mais c'est pas simplement d'arriver avec un résumé de vos recherches, c'est par la suite de pouvoir les décliner de différentes façons. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, c'est comme si c'était Perplexity, mais sur à la 10, à la 15. Là. C'est vraiment puissant. Ça, c'est intéressant. L'autre Donc truc ça, que je trouve... c'est AI Overviews, hein, c'est ça Oui. dont tu parles, mais qui va poser plein de problèmes parce que ça remet en cause toute la logique économique de Google avec ses liens sponsorisés, parce que c'est une aspiration des contenus et les gens n'auront plus besoin d'aller sur les sites. Et les producteurs de contenu comme nous, ils se font attirer leur matériel. Pas nous, Bruno, puisque nous, en podcast, nous sommes au-dessus de la mêlée quand même, complètement. Oui, mais malheureusement, moi, dans mon cas, j'écris encore et puis les textes, ils sont aspirés par la machine. Ouais. Mais tu sais que ça va pas être disponible en France, ce système-là. Non, mais juste ça, parce qu'il faut qu'on en parle comme de AI Overview, ça sera pas dispo en France, en fait. C'est le seul pays du monde, quasiment, où ça va pas arriver dans un premier temps. Toujours pour les mêmes raisons. Ouais. J'aurais le goût de te dire que merci la réglementation, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Ne commence pas à me parler de réglementation, parce qu'après, je me fais engueuler par mes auditeurs. Oui, moi, j'ai reçu un message cette semaine, je prends 2 secondes pour en parler, d'un auditeur qui me dit que on en fait trop contre la réglementation européenne et que il a l'impression qu'à l'inverse, on valorise trop la tech américaine. Et ça, je pense que, enfin, je voudrais répondre, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu un mauvais procès, c'est un peu un faux procès qu'on nous fait, parce que oui, on est critique par rapport à trop de réglementation européenne parce que ça pose des problèmes. Mais moi, je suis le premier aussi à valoriser les technologies, les innovations françaises, etc. Et toi, je sais pas comment tu vois les choses de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est quand même une réalité. Je suis le premier à faire des blagues à ce sujet-là, mais de l'autre côté, je suis le premier à remercier la France d'en faire autant parce que ça fait par la suite boule de neige à travers la planète. Et donc, chaque fois que vous réglementez, j'ai un petit sourire, mais dans le fond, je le sais que par la suite, on va tous en bénéficier. Et combien de fois je l'ai remercié chez toi sur le plateau de François Sorel, mais bon, ça m'empêche pas de dire quand même que la France est un pays qui aime bien réglementer, ce qui est pas faux, c'est tout. Bien sûr, il faut prendre un peu ce qu'on dit, en plus parfois un peu au second degré, et puis de toute façon, cette histoire n'est pas simple parce qu'il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses. On revient à Google. Ouais, ben quand même, je salue ton auditeur en question. Alors, je me sentais un peu visité par ça. Mais oui, on vient à Google parce que la deuxième chose que moi, j'ai trouvé très intéressante, c'est cette fameuse paire de lunettes. Parce que à l'heure actuelle, il y en a que pour Meta et c'est Ray-Ban. Et là, il y a le précurseur dans le domaine qui est en train de revenir dans le décor avec quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est assez prometteur. J'ai des collègues qui étaient en Californie, qui les ont essayés, puis ils ont dit « Ah, c'est pas désagréable ». Ah, cool. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est un revival des Google Glass. Ils ont été les premiers à lancer un truc comme ça. Hein. J'allais dire, eux réinventent rien parce qu'ils reviennent à ce qu'ils avaient déjà fait, mais ils bonifient. Ils ont fait évoluer le modèle. Mais de ton côté, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je retiendrai 2 choses vraiment spectaculaires. D'abord, les démonstrations qu'ils ont faites de traduction simultanée dans Google Meet. Waouh. C'est-à-dire que cette histoire de pouvoir faire une visio avec quelqu'un qui parle pas ta langue et qu'il y ait une traduction simultanée, l'idée est pas nouvelle. Il y a déjà eu plein de démos, etc. Mais il y a rien qui marche vraiment bien. Oui, enfin, nous, on parle la même langue, hein. C'est quand même plus pratique. De temps en temps, quand je t'écoute ou quand il y a des auditeurs qui m'entendent, ils sont pas certains. Enfin, poursuis, pardon. C'est pas faux, mais c'est un autre débat. Mais grosso modo, c'est à peu près la même langue, quand même, on va dire. Tandis que là, si vraiment tu peux discuter, alors pour l'instant, ça fonctionne qu'en espagnol, en anglais, je crois. Oui, c'est les 2 langues. C'est ça, les 2 langues. Oui, les 2 langues les plus parlées au monde. Ce ne sont que des démonstrations. Oui, c'est d'abord et avant tout, ils testent sur le marché, mais dans quelques temps, il y a d'autres langues qui vont arriver, dont le français, comme d'habitude. Mais en tout cas, si ça marche aussi bien que ce qu'ils ont montré, c'est incroyable. Et ça, c'est un game changer, comme dirait l'autre. Hein. Ça va être assez fantastique. Je sais pas si c'est sur Wired ou The Verge ou The Bloomberg que j'ai vu, mais il y a une journaliste qui a fait un test avec les 2 personnes qu'on voit dans la fameuse démo de Google l'autre jour. Et ils ont repris. Il y avait donc celui qui a développé, les 2 personnes qui étaient là, et puis la journaliste. Et elle a eu la même expérience. Elle dit
évidemment, à l'occasion, ça jure un peu et que la traduction n'est pas juste, mais somme toute, l'expérience est vraiment prometteuse. Alors, c'est intéressant. Mais et tu le sais, hein, c'est avec le temps que ça va se bonifier en apprenant des utilisateurs. Et dans un an, on rira. Ça sera commun. Complètement. Ce sera totalement intégré dans tous les systèmes de visio. Je t'ai interrompu. L'autre chose que tu as trouvé intéressante? Alors, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est VO 3, qui est donc plus un autre outil qui s'appelle, je crois, Lyria. Et les deux mis bout à bout, en fait, en gros, c'est la possibilité de fabriquer des vidéos, mais à partir de rien, à partir de prompts. Mais alors ça se faisait déjà. Hein, il y a déjà eu pas mal de choses dans ce domaine. Mais c'était pas parfait. Et 2, il n'y avait pas la bande son. Là, ça te sort également les dialogues, les bruitages derrière. Et on voit depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des petits bouts de vidéo apparaître. C'est fou, hein? Hallucinant. Ouais. C'est fini, on est mort. Moi, il faut arrêter. Moi, je suis contre ça, là. Je suis trop vieux, c'est pas possible. Ces trucs, c'est des micro-trottoirs, des gens interrogés dans la rue. Tu as vu le faux reportage sur un salon automobile de quelques secondes? Oui, c'est ce que j'allais citer comme exemple. Un micro-trottoir. Ouais. Mais c'est dingue. Mais plus personne ne peut dire c'est de l'intelligence artificielle. On rentre dans un fake monde, dans un fake world total. Je suis contre, mais bon, j'ai envie d'essayer. Moi, je suis pas contre, mais j'avoue que ça relève déjà qu'au niveau de la désinformation, on commençait à avoir des gens qui faisaient des choses assez impressionnantes avec ce type d'outil-là qui, justement, te permet de créer de toutes pièces des personnages qui parlent, qui s'expriment. Il y a aussi cette scène qui a été utilisée dans la démo où on voit un vieux marin dans son embarcation avec l'eau. On entend les vagues qui frappent sur le bateau et sa voix qui... Je me dis, non, mais ça, à quand le premier court-métrage fait avec cet outil-là? Mais là, tu te dis, je veux dire, c'est le cinéma qui va en prendre un coup, hein? Oui. T'as plus besoin d'aller mettre Tom Cruise sur une moto. Oui, ça sera pas Tom Cruise, ça va être d'autres personnages qu'on va mettre là-dessus. Mais j'aime bien dire que Spielberg, à l'époque, avait quand même révolutionné le cinéma avec sa petite caméra familiale dans son sous-sol quand il avait commencé à faire ses premiers films, puis c'est avec ça qu'il s'est mis à tourner. Puis après, il a évolué, c'est ça. Alors là, il y a des gens qui sont derrière leur écran, qui probablement, peut-être nous écoutent, on les salue, qui sont en train de travailler sur le prochain court-métrage qui va sortir et qui va faire toute une différence. On est là, c'est une fois de plus, c'est l'histoire qui se réécrit, et là, ce coup-ci, c'est dans le cinéma. Tout à fait. Voilà donc pour ces annonces Google qui sans doute marquent quand même un tournant assez intéressant. Là, il y avait autre chose cette semaine, Bruno, qui comme moi t'a fait réagir. C'est un personnage historique qui revient, je dirais. Et enfin oui, puis derrière ça, c'est deux personnes, deux hommes. C'est quand même cette association entre Sam Altman d'OpenAI et Jonathan Ive, Johnny Ive, l'ex-designer d'Apple, qui vont fabriquer apparemment le produit mystère du futur, mais on ne sait pas ce que c'est, à moins que tu aies des infos sur le sujet. Le iPhone Killer. Le iPhone mais c'est Killer. Ça, eux, quand ils ont créé l'entreprise en 2023, je dis eux parce que Yves était officiellement le PDG. Officieusement, on se dit qu'Altman ne doit pas être très loin parce qu'il a créé cette entreprise-là. Mais bon, on dit qu'officiellement, il n'y a pas de lien administratif avec l'entreprise. Mais donc, les deux étaient quand même là. C'est un truc qu'ils ont fait en disant qu'ils allaient créer un objet, un appareil qui allait permettre de faire tout ce qu'un iPhone fait, mais sans écran et donc uniquement par la voix. Donc, ça fait penser un peu au petit bidule que tu t'époumonnais à nous vanter les mérites là, il y a 1 ou 2 années. Là. Complètement, le AI Pin, ça fait exactement penser à ça. C'est ça. Mais moi, ça me fait penser à ça. Mais là, donc, on est en train de travailler là-dessus. 55 ingénieurs qui font cette entreprise-là. Et donc, OpenAI fait l'acquisition de la chose pour 6,5 milliards de dollars. Faut quand même dire dans cette histoire-là que OpenAI avait quand même des liens, à part de son grand patron qui est un bon ami du patron de la nouvelle acquisition, AI Product, mais aussi, ils étaient actionnaires. Hein. Ils avaient 23% des parts de l'entreprise. Alors là, c'est un peu comme une acquisition finale. Et moi, j'ai l'impression que, mis à part la production de ce produit qui va permettre à OpenAI d'accéder
à une vague de contenu qui sera générée par des utilisateurs. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils veulent créer ça. C'est aussi la possibilité de bénéficier du savoir-faire au niveau du design de l'ex-Apple pour revoir toute l'interface d'opération du monde d'OpenAI, donc les ChatGPT et compagnie. Là. Mais c'est super intéressant parce que le succès de l'intelligence artificielle générative, il est intimement lié à l'interface. Et il faudra, tout dépend par quel type d'outils et par quel type d'interface on va utiliser ces outils. Et effectivement, avoir un grand nom comme ça du design, parce que Johnny Ive, quand on dit design, c'est pas juste dessiner des jolis produits sur un coin de table avec son stylo et sa feuille de papier. C'est un type qui, pendant des années, a travaillé aux côtés de Steve Jobs et qui était capable de mettre un petit peu la vision de Steve Jobs dans des produits que les utilisateurs allaient aimer à cause de leur élégance et en même temps d'intégrer toutes les contraintes techniques. Parce que c'était ça la magie du truc, c'était miniaturiser, bien placer les composants pour que à l'extérieur ce soit beau et qu'à l'intérieur ce soit efficient. Et le succès de l'IA, je pense, effectivement, va passer, en tout cas, au succès auprès du grand public, va passer par ce type d'outil. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de complètement nouveau, de différent du smartphone ou des lunettes, comme ils nous le disent? On verra bien. Après, j'ai l'impression que c'est toujours un peu dangereux de faire mousser comme ça quelque chose en disant « Attention, tenez-vous bien, on va révolutionner le monde l'année prochaine quand on va sortir notre truc ». On pourrait être assez déçus. Enfin, on a déjà vécu ce genre d'événement, ce genre d'histoire. Et c'est important de le rappeler. Tu parles de quoi cette semaine? Alors cette semaine, écoute, eh bien moi je reçois, et j'en suis très heureux, le directeur du tout nouveau bureau d'OpenAI en France. OpenAI a ouvert une représentation en Europe qui est donc basée à Paris. C'en est un qui a choosé la France. Il a choosé la France, il a complètement choosé la France. Donc c'est Arnaud Fournier qui est un jeune ingénieur qui a déjà un joli parcours et avec lui on discute vraiment assez en profondeur de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, dans quelle direction ça va, des agents intelligents, etc. Il faut savoir aussi qu'OpenAI recrute à tour de bras, et c'est l'une de leurs raisons de leur présence en France, de recruter des ingénieurs français. Et puis sinon, je parle également d'intelligence artificielle avec Mathieu Deboeuf-Rouchon de Capgemini, et on parle de l'IA au service de la santé, de la médecine surtout, et des essais cliniques dans la médecine. Donc c'est un aspect un peu pas très connu de l'utilisation de l'IA dans la santé. Et enfin, pour prouver à tous mes auditeurs adorés que je m'intéresse beaucoup aux entreprises françaises, eh bien je reçois Christophe Grosbeau qui a signé pour le compte d'une entreprise, d'un organisme qui représente toutes les grandes compagnies françaises, un manifeste pour la souveraineté numérique, et il tire la sonnette d'alarme pour justement dire arrêtons d'être les esclaves des technologies américaines. Il faut faire plus de place aux solutions souveraines, françaises, européennes. Il en existe, mais elles sont pas connues. Il y a plein de raisons qui font que il est très difficile pour ces entreprises de faire adopter leurs solutions. Et donc Christophe Grosbeau détaille toutes les propositions qui sont faites dans ce manifeste, des propositions très concrètes pour essayer d'améliorer les choses. Tu connais ce problème, c'est notre éternel problème de souveraineté numérique ici en Europe, mon cher Bruno. Heureux de te voir partager des pistes de solutions avec tes auditeurs. Et les miens qui iront t'écouter par la suite. Voilà. Eh bien, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye Jérôme. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Dans un monde où les projecteurs se déplacent des plateaux de télévision vers les réseaux sociaux, certains savent recréer des liens forts avec leur public au-delà des formats traditionnels, et c'est le cas de mon invité, Joselito Michaud. Animateur, auteur, communicateur aguerri, Joselito a su transformer sa présence numérique en véritable communauté, une communauté tissée de transparence, de témoignages intimes et d'une bienveillance contagieuse. À travers ses publications, il aborde sans détour des sujets aussi personnels que
psychique profond, comme son trouble neurologique fonctionnel, tout en écoutant activement les histoires des autres. Et ce lien, ce fil humain, il l'entretient chaque jour avec humilité et conviction. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec cet homme qui a en quelque sorte réappris à communiquer, mais cette fois directement avec le public. On rejoint tout de suite José Lito Michaud, bonjour. Bonjour Bruno, très content d'être là. Ben merci d'avoir accepté mon invitation. José Lito, quand je t'ai interpellé pour t'inviter dans mon carnet, je te l'ai dit, je trouve ça fascinant. Autant, je reprends presque tes mots, là, je te paraphrase, là. En te lisant sur Facebook, tu disais, je ne suis plus à la télé, mais maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, je sens qu'il y a une communauté et que je retrouve le même contact que j'avais avec vous à l'époque de la télé. Totalement. Mais comme je prends rien pour acquis, Bruno, dans ma vie, donc à chaque jour, c'est comme une relation amoureuse. Je fais 31 ans, je suis avec Véronique, puis t'as une chose, faut l'entretenir, faut être là, faut être présent, faut savoir ce que l'on dit, ce qu'on ne dit pas. Mais moi, j'ai toujours envie d'une transparence avec eux, avec elles, si on dit une communauté, avec eux étant le public, mais les gens du public. Mais moi, j'ai l'impression, plus j'avance, plus j'ai compris comment ça marchait, cette affaire-là. Mais j'essaie toujours d'être extrêmement réactif, c'est-à-dire, ça demande du temps, c'est-à-dire, je suis très proactif, c'est-à-dire, je vais aussi répondre aux gens qui m'écrivent, ils m'écrivent beaucoup. Le meilleur exemple où j'ai compris que ce phénomène-là ne m'appartenait plus, c'était quand j'ai parlé de mon trouble neurologique fonctionnel. Bon, quand j'ai annoncé ça, je l'ai annoncé pour une simple raison. Ça a mis du temps, je le dévoile, mais je l'ai dit parce que je me suis dit, il y a tellement de gens qui me voient dans des cliniques. Il y a tellement de gens qui me voient à l'hôpital. Je suis rentré à l'hôpital d'urgence à plusieurs reprises en ambulance. Ils me voient. Et là, je ne voulais pas parce qu'ils commençaient à m'écrire, les gens, les médias m'écrivaient, qu'est-ce que vous avez au juste? Vous ne dites pas ce que vous avez. Puis là, c'était comme, j'avais l'impression, à un moment donné, je disais, c'est assez. Fait qu'un bon matin ou un soir, je pense, 20 heures, à Véronique, j'écris et je contrôle mon message dans le sens où je vais surtout dire, oui, je contrôle, c'est le bon mot, ça. Ouais. Je vais dire, moi, mon narratif, c'est ça le vrai terme. Je vais dire, je contrôle mon narratif, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Mais je te jure, innocemment, Bruno, j'ai jamais pensé au nombre de likes. Je pense pas à ça. C'est peut-être pour ça que je suis de même avec les réseaux sociaux. Je suis jamais là en me disant, ça va-tu marcher, pas marcher? Moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis je le fais, puis un coup, je suis toujours étonné des résultats. Mais vraiment, moi, je suis plus stratégique pour quand je m'occupe d'une carrière de quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, et puis merci, parce que c'est tellement le lien que je voulais faire. Venant de la part de quelqu'un qui a été habitué à utiliser, puis je le dis dans le sens web, là, les outils de communication de l'industrie pour faire avancer des causes, pour faire avancer des carrières. Et là, mais étant conscient qu'il fallait contrôler le message, mais qu'une fois dans la main des médias, ça pouvait partir de n'importe où. Même une entrevue qu'on accorde, ça pouvait partir n'importe où. Mais là, de voir que cette personne-là qui avait maîtrisé l'art de la chose se retrouve sur les réseaux sociaux et a cette sorte de, je dirais pas candeur, parce que le message est quand même contrôlé. Oui, mais t'as invité candeur. Mais ce lien, cette proximité avec les gens, dans le fond, que tu as toujours voulu atteindre, c'est-à-dire le public qui est intéressé. Oui, c'est drôle parce que un jour, j'ai écrit un livre comme ça sur la gloire. Il y avait un questionnaire que j'avais monté à la fin. Puis c'était marqué, êtes-vous fait pour vivre avec la gloire, avoir la gloire, vivre avec elle, la faire durer. Et quand je répondais comme manager, j'avais des notes parfaites. Quand je répondais pour moi, j'étais tellement pas faite pour la gloire que c'est tombé drôle que je fasse ça. Pourquoi? Parce que quand on est comme manager, j'ai vécu avec Luc Langevin. Ça, c'est le meilleur exemple. Là, j'ai décidé de le faire, mais parce que c'est mon ami Luc, puis j'ai décidé de le faire, puis je suis très impliqué artistiquement. Là, je vais être bon stratège pour lui. En tout cas, je vais être plus stratège qu'avec moi. Avec moi, lui, il m'explique tout le temps, mais comment tu fais? Je le sais pas. Et quand t'es arrivé, je te jure, quand je suis arrivé avec l'affaire du trouble neurologique fonctionnel, là, il y a eu 1 200 000 vues. Puis là, à un moment donné, je dis, mais il y a tombé des messages, il y a des messages cachés, des messages verts. Il y avait des milliers. Moi, je regardais pas les likes. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que soudainement, et moi, je pense que c'est ça pour moi le rôle, entre guillemets, de la notoriété. Si t'es pas utile à ta société, va pas là.
OK? C'est ce que j'aime de Véro puis Louis. Dans la Fondation Véro puis Louis, ils ont pris leur notoriété puis ils construisent des maisons pour les autistes. Je trouve ça formidable. C'est ça que j'accorde. Moi, je trouve que ceux qui le font pas, ils le font pas. Moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Dans mon âme et conscience, il faut que je le fasse. Je ne pensais jamais que j'allais avoir l'Ordre des neurologues du Québec qui allait me dire merci. Que j'avais des neurologues qui me parlaient puis qui me disaient, vous venez de lever le voile sur un des plus grands sujets tabous, les troubles neurologiques fonctionnels, qui a été longtemps dans le département de la psychiatrie, parce qu'il n'y avait pas trop qu'on mettre ça, cette patente-là. Fait que c'est un peu comme la fibromyalgie, mais c'est plus douloureux le trouble neurologique fonctionnel parce qu'un dysfonctionnement du cerveau dans les signaux qu'il envoie au corps. Si tu savais le bien que ça a fait, si tu savais des gens connus qui vivent la maladie actuellement, en silence, qui m'ont écrit, et là, je parle au gouvernement et j'ai dit, faut faire quelque chose, faut faire en sorte qu'il y ait plus de cliniques que la seule clinique au CHUM où il y a 8000 personnes qui attendent, puis il n'y en a pas qui peuvent y aller tout le temps parce que ils ont un gros travail à faire. Ils font un travail remarquable au CHUM. Mais il faut attendre 3 ans. Tu vis avec ça pendant 3 ans parce que c'est une maladie qui est réversible. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, si ça a cette utilité-là, moi, je suis très, très content. Est-ce que ça a un côté, je ne veux pas faire de la psychologie à 2 cents, là, mais est-ce que ça a aussi un côté thérapeutique, le fait de pouvoir se livrer comme ça, pouvoir parler de ce qu'on vit? J'avais l'impression que tu allais dire se libérer, puis je t'aurais volé ce mot-là. Je te laisse le mot. Moi, ça me libérait de quelque chose. C'est-à-dire, je l'ai vécu après coup. C'est-à-dire que j'avais toujours peur que ça paraisse mes troubles neurologiques dans la parole, parce que ça a un impact parfois là. Quand je perds un peu l'usage de ma jambe gauche, quand mes mains viennent drôlement paralysées et tout ça, donc je suis toujours inquiet. Ces troubles neurologiques-là, ce que ça fait, c'est que l'anticipation, c'est le pire, c'est l'ennemi à cette affaire-là. Fait que là, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est libéré. Mais ce que ça a surtout fait que de très fort, c'est quand t'as ça, t'es plus annulé plein de rendez-vous. Des soupers, des dîners, des déjeuners. Tu vas pas un week-end avec le monde. Puis là, ils disent pourquoi. Puis comment ça se fait 3 fois qu'ils m'annulent. Puis là, je dis, je vais pas bien. Puis là, ils vont pas bien. Bon. Mais à un moment donné, ils ont fait tous ces gens-là que j'ai annulés à la dernière minute, puis je vais pas y aller physiquement. Ils ont tous compris, puis ils ont tous compris ça. Parce que c'est ça le silence dans lequel on vit quand on est là-dedans. Donc, j'avais l'impression que je mettais de la lumière, un coup de projecteur sur tous ceux qui vivent en silence et en détresse avec ça. C'est étrange. J'ai beaucoup plus pensé aux autres qu'à moi quand j'ai fait ça. Ça me ressemble, me diras-tu. Mais j'ai dit, hey, j'espère que ça va pas permettre à du monde de parler. Mais ça que ça fait actuellement. Oui, ça m'a libéré. Ça m'a libéré, sauf que là, je me fais arrêter 10 fois par jour, 15 fois par jour pour me dire, est-ce que vous allez bien? Fait que ça, j'entends ça. Fait qu'à une bienveillance, mais moi, je me dépêche à demander le prénom de la dame qui m'arrête ou le monsieur. Puis là, je dis, vous appelez comment, Julien? Bon, vous faites quoi, vous? Puis là, je me dépêche à mettre l'éclairage sur lui. Mais c'est vrai que ça l'a interpellé les gens, bien sûr. Ça, c'est un bel exemple. Mais j'entends qu'il y a encore beaucoup de pudeur. Mais je suis quelqu'un fondamentalement pudique, mais en même temps, je demande aux autres en entrevue de parler d'eux. De parler d'eux. Donc, là, le prochain livre qui s'appelle Madame, est-ce que je vais être choisi, qui parle une question fondamentale quand je suis dans une famille d'accueil. Mais tu vois, oui, je parle de moi, je révèle beaucoup de choses, mais en même temps, je donne des pistes de solutions. J'ai un éclairage au-dessus, là, parce je vais avoir 60 ans dans 2 jours, dans quelques jours. Fait que c'est important de se dire, on peut pas passer notre vie à dire, pas maudite enfance. Faut se dire, qu'est-ce qu'elle m'a appris, cette enfance-là? Sinon, Flaubert disait, on ne guérit pas quand on chérit sa souffrance. Donc, effectivement, on a une responsabilité. Moi, je reviens, puis je mets mon regard d'adulte dessus. Dans le fond, est-ce que je serais le même individu si j'avais pas connu cette enfance-là? Certainement pas. J'aurais pas cette écoute-là, j'aurais pas cette compréhension humaine-là. Donc, voilà. Tout à l'heure, je te parlais de communauté et puis toi, tu parlais du public. Moi, je fais une nuance entre les deux parce que le public, c'est large, mais la communauté, c'est le public qui s'intéresse à toi. Merci. C'est ce groupe de gens qui portent intérêt à ta communication, à ce que tu amènes, à ce que tu témoignes. Et ces gens-là, donc pas le public en général, mais ces gens-là qui font partie. Puis là, on parle de milliers puis de milliers de gens. Là. Qu'est-ce qui t'apporte, eux? Mais encore une fois, c'est leur histoire qui me touche.
J'en sors pas. Écoute, là, faut que tu comprennes, c'est pas dans la flagornerie, là. Mais là, je fais l'entrevue avec toi, tu sais, je t'ai répondu oui d'emblée. Mais moi, de savoir que l'homme qui m'a éduqué, comme disait ma mère, pour l'Internet, je l'ai devant moi, puis il me pose des questions à laquelles j'ai jamais vraiment réfléchi. Fait que je trouve ça formidable. C'est comme un Twilight Zone actuel. Non, je te jure, Bruno, je te suis depuis tellement d'années. Merci. Puis là, je te regarde, puis je fais ça. C'est vraiment lui qui me pose cette question-là. Puis il était en train de me donner un cours sans rien en disant, non, ça, c'est une communauté, ça, c'est un public. Et tu as totalement raison. Ce qu'ils m'apportent, c'est leurs échanges. C'est ce qu'ils me disent sur eux. Bien plus important ce qu'ils disent sur eux que ce que je dis sur moi. Fait que moi, je lis, puis là, je fais, oh non. Puis là, ils m'ont donné des pistes de solutions. Je suis allé voir telle personne. Tu vois, présentement, j'ai un trigger, là. Ça, c'est un objet qu'on met dans les mains comme ça pour attirer l'attention. Est-ce que, pour attirer l'attention, pas auprès des autres, mais notre cerveau qui puisse regarder l'objet. Et ça c'est en train de me sauver la vie parce que cet objet-là, quand il arrive des crises neurologiques, au lieu de focus sur ma douleur, je focus sur cet objet qui coûte 8 piastres sur un aubré. Fait que là, je touche à ça, puis hier, j'ai eu une grosse crise avant un meeting, puis à l'espace de 8 minutes, j'avais réglé ma crise. Donc ça, c'est grâce à ma communauté, comme tu l'appelles, qui me donnait plein de trucs. Il faut que tu parles à ton corps. Il faut que tu dises, non, le cerveau, c'est pas vrai que c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, là, la communauté m'a apporté beaucoup ça. Puis, ils vont me parler de leur lecture. Ils vont me dire, ils sont très, 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 très bienveillants. Ça, c'est une affaire que je remarque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah non, ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Je vais vous donner un exemple, Bruno. Je suis à Paris. Je viens d'annoncer mon poste. Je crée mon voyage à Paris parce qu'il m'a dit, je parlais depuis un bout de temps. Comment vont être mes manifestations? Comment seront mes manifestations? Il n'y en a pas pendant tout le temps de mon voyage. Ça veut dire que je suis bien. Mais à un moment donné, il y en a une fois qu'il y en a une, mon pied gauche commence à traîner. Et là, je fais, je suis content, je suis pas connu ici. On va être capable tranquillement. Et au moment où je te dis ça, il y a une madame et un monsieur qui s'en viennent vers moi. Et dit, c'est ça que vous vivez. Venez, on va vous aider. La bienveillance. La bienveillance. Puis, tu sais, c'est beau que tu mettes, t'as raison dans le choix des mots. Le public qui te regarde, il te regarde pas d'une façon si assidue. Ça, c'est clair, parce que souvent, il te regarde en faisant un vaisselle, il te regarde en disant, Raymond, apporte-moi donc, Robert, apporte-moi donc ça, chérie, veux-tu penser à ça? Moi, c'est encore plus fort quand il y a une communauté. Moi, je me fais plus arrêter qu'à l'époque du train, ce qui est pas peu dire. Donc, mais 10 fois plus. On me répète les mots de mon Facebook. On me parle, il arrête ma fille. Es-tu assez belle la photo que votre père a mis de vous? J'entends ça tous les jours, 10, 15, dès que je vois public, c'est 15, 30, 40, 50 fois. C'est tous les jours. Bien plus que quand j'étais dans le train. Bien plus. Mais c'était pas une recherche de popularité. Je ne voulais pas aller sur les réseaux sociaux. C'est Elisabeth Thoreau, mon attachée de presse et amie depuis 30 ans, qui m'a dit, José, faut que tu sois là, faut que tu sois là. Puis je sais pas ce que je vais faire là. Puis ils ont essayé tout le monde de me dire comment y aller. Puis moi, j'ai dit, je vais y aller comme moi je le sens. Puis je suis allé comme moi je le sentais. Et là, on voit le fruit. Mais qu'est-ce que ça te demande? Parce qu'il y a sûrement des gens qui se posent la question, et je fais partie de ces gens-là. Qu'est-ce que ça te demande comme travail pour être présent comme ça? Je trouve ça demandant. Je trouve ça demandant parce que d'abord, Parce que c'est pas d'ouvrir la caméra, de dire quelque chose puis d'en fermer, là. Non, c'est parce que ce que je trouve demandant, peut-être, c'est d'abord ma communauté, je vais dire ça maintenant, grâce à toi, ma communauté n'aime pas la promo. Fait que moi, je peux jamais dire venez me voir à telle place, ça passe pas. C'est pas ça qui va. C'est-à-dire, j'exagère à peine. S'ils sentent un élément de communication, je suis pas le seul d'ailleurs, hein. Non, c'est vrai. Je pense aussi que Meta aime pas beaucoup ça. Fait que parce que dès que il te l'enlève, les algorithmes, que tu vas me l'expliquer mieux que moi, mais j'ai compris. Il y a moins de portée. Il y a moins de portée. On va dire ça comme ça, parce que le but de tout ça, c'est que eux maintenant vendent de la pub. Fait qu'ils n'ont pas intérêt que tu fasses de la pub gratis. C'est bien ça que j'ai compris? Oui. Bon, toi, tu es le spécialiste. Moi, je le vois tout de suite quand je parle human. Là, j'ai été élu cette semaine influenceur à 60 ans. J'ai une médaille. Je l'ai mis, mais là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais tu vois, qu'est-ce qui marche le plus chez moi? C'est les photos et un mot. Quand je fais des vidéos, oui, si je mets par exemple, je me souviens d'une entrevue avec Chantal Joly, que j'ai partagé du train à l'époque. Puis là, si je la commente avant, puis j'ai gardé ce segment-là,
on peut se rendre à 600-700, mais 1000. Puis j'ai demandé, Ginette Renault, c'est rendu 1 million. Mais si je fais une vidéo toute seule où je parle, ben, je vois que les autres, ils veulent lire ce que j'écris beaucoup. C'est ça que j'ai compris. Tu vois, je l'ai compris comment? Ben, c'est pas moi, c'est ma fille qui me disait, quand t'écris, là, les gens vont me dire, j'ai pris votre phrase puis je l'ai mise sur mon frigidaire. Fait que là, c'est là que je me suis inspiré pour mon prochain livre. J'ai dit, OK, ce que je vais faire. À chaque fois que je vais raconter l'histoire, je vais aller mettre le petit post-it que tu mettrais sur le frigo. Parce que j'ai compris que, puis moi, en même temps, c'est ça que je fais dans la vraie vie aussi, tous les jours. Je suis toujours en train de lire, j'ai toujours 5-6 livres en chantier. J'aime beaucoup lire, puis j'ai toujours en train de prendre une phrase qui va venir m'aider à m'accompagner dans ma journée. Mais c'est ça, je me rends compte que oui, c'est demandant, oui, c'est exigeant, faire ça tous les jours. Je ne vais pas me répéter, fait que je fais attention, jusqu'où je vais aller. En même temps, j'aime ça follement. Parce que ce serait mentir, puis ce serait pas envie de mentir dans la vie. On ment pas dans la vie. Tu sais, je dis ça à mes enfants tous les jours. J'y trouve un réel plaisir, puis je suis touché par ça, mais c'est demandant. C'est demandant parce que on tombe vite dans le jeu des likes. On tombe tous dans le jeu des likes. Mais un peu comme dans la carrière de quelqu'un qu'on aide à progresser, il faut faut se donner un point, là. Il faut garder le focus sur ce point-là. Oui, mais comme je te dis, je suis plus habile pour quelqu'un d'autre que pour moi. Fait que pour Luc Langevin, tu vois, Luc Langevin, c'est un travail que je fais beaucoup pour sa communauté. Ben, tu vois, Luc, contrairement à moi, ils veulent pas l'entendre parler. Ils veulent un tour de magie. Ben oui, lui, il va le voir. Ils veulent le voir dans ma vie. Puis là, quand on fait un numéro qui est le plus, s'il fait un numéro qui est le plus sensationnel, ça y va par là. Fait que lui, il revient pas que mes mots fassent ça. Puis on rit parce qu'on se compare pas, parce qu'on est, on se compare pas, parce qu'on n'est pas dans le même métier. Mais c'est très intéressant, lui, ce qu'ils veulent de lui. La communauté est exigeante quand même. Ben, c'est exactement, mais c'est tellement deux beaux exemples que tu donnes. C'est qu'une communauté, c'est pas la même chose qu'une autre communauté. On peut parler du public en général. Ouais, mais une communauté, c'est des gens qui te donnent leur confiance, qui décident de te suivre, qui disent j'aime. Oui. C'est pas rien, hein? Dans le j'aime, là, ça signifie beaucoup. Et c'est donc des gens qui acceptent jour après jour, quand tu publies des textes, des vidéos, des photos, de les recevoir et à l'occasion de réagir. Et c'est à ça que tu as droit. Tandis qu'un Luc Langevin, ben lui, ils veulent juste se faire épater parce qu'il a été connu là-dessus, alors c'est, ben garde, épate-moi. José Lito, si je te demandais une chose que tu as appris avec ce que tu es en train de vivre sur Facebook, ce serait quoi? Je ne suis pas seul. Je ne serai plus jamais seul. J'étais pas seul parce que j'ai une femme extraordinaire. Parce que tu es bien entouré. Oui. Mais j'avais l'impression, à un moment donné, tu sais, le monde de la télévision, c'est un monde particulier. T'es plus là, volontairement ou involontairement, t'as l'impression que t'existes plus. Puis c'est correct, parce que mon ego, moi, il était rassasié beaucoup. Pourquoi il était rassasié? Parce que de mon matane lointain, je pensais jamais d'avoir cette carrière-là sans aucune prétention. Donc, moi, il est rassasié. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est terminé pour moi? Je me suis posé la question avec une franchise désarmante. J'ai pas peur des questions, j'en pose dans la vie, et j'ai pas peur des réponses que je vais apporter. Puis je me suis dit, c'est correct si c'est comme ça. J'étais correct, moi. J'étais correct, bien correct avec ça. Puis à un moment donné, ça fait du bien aussi de se lâcher le nombril, puis de regarder un peu ce qui se passe autour. Puis moi, ma communauté, pour prendre ton mot, ça fait en sorte que je me rends compte que j'ai toujours pensé ça, Bruno, dans chaque être humain, il y a une histoire, puis souvent, elle n'est pas révélée. Et moi, c'est ça que ça m'a appris. J'étais convaincu de ça. Là, je suis ultra convaincu de ça. Chacun porte son lot. Et la différence entre toi et moi, c'est comment on regarde ce qu'on doit porter. Ça a l'air judéo-chrétien, mais ça ne l'est pas, mais on porte quelque chose, on porte une croix, on porte quelque chose. Puis c'est toujours une question de point de vue. Tout est une question de point de vue dans la vie. C'est une question de point de vue quand on est une journaliste comme toi et moi, on dit par quel angle je vais pogner ça. Ben c'est la même chose quand arrive un événement tragique, important, marquant, qui vient transformer, qui vient faire un point de bascule dans une vie. C'est de dire comment je le prends, moi, comment je le pogne ça. Je suis pas tout seul. Donc, les réseaux sociaux, ma communauté m'a montré que chacun souffrait à sa manière et que chacun essaie de trouver des solutions dans le point de vue qu'ils accordent ou qu'ils portent à la situation.
Ben, Joselito, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis, écoute, je te souhaite une bonne suite avec ta communauté. Merci, Bruno. Merci pour les conseils. Merci. Salut. Bye-bye. Bye. Cette fois, je vous propose une réflexion à la croisée de deux mondes, celui de l'éducation et celui de la technologie. Mon invité, c'est Lionel Tardy. Vous l'avez probablement déjà entendu ici dans mon carnet. C'est l'un des deux auteurs du fameux guide de survie du CES. Alors, Lionel, il évolue depuis longtemps dans ces deux univers. Il est à la fois un observateur attentif de l'évolution de la technologie et en même temps un acteur du milieu académique, en contact direct avec les étudiants en formation supérieure. Récemment, Lionel publiait sur LinkedIn une analyse qui est venue chercher mon intérêt sur les effets de l'IA dans les salles de classe. Plus précisément, il s'interrogeait sur l'impact de ces outils, sur la capacité des jeunes à penser par eux-mêmes, à développer un esprit critique, à forger une pensée originale dans un monde de plus en plus influencé par des contenus générés artificiellement. Ah, vous voyez, hein, pas pire comme réflexion. Alors, on va aller le rejoindre tout de suite pour justement en parler et revenir sur sa réflexion sur le sujet. Bonjour Lionel Tardy. Bonjour Bruno, bonjour Montréal. Hey Lionel, cette fois-ci, on se parle pas de grandes expositions que tu as été voir à travers le monde. Je veux te parler de quelque chose qui te touche dans ton quotidien. J'aimerais ça que tu reviennes pour que tu partages à ta réflexion au sujet de l'impact de l'IA chez les jeunes étudiants parce que justement, c'est au cœur de ta profession et tu as un regard, et c'est ce que j'aime, c'est que tu n'as pas simplement un regard de pédagogue par rapport à ça, mais tu as aussi un regard de quelqu'un qui suit la tech depuis longtemps. Alors, c'est comme c'est l'épaule qui s'étire d'un côté et de l'autre, là. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que dans mon rôle de responsable de formation, de directeur des études, j'ai affaire essentiellement à des étudiants qui sont après, en France, le baccalauréat, donc dans le cycle d'études supérieures. On va dire des étudiants qui se dirigent vers des filières qui vont les amener vers leur futur professionnel vraiment en droite ligne. Ils ont commencé à prendre le chemin, ou pour certains, ils sont vraiment dans le chemin. Donc ça, c'est le cadre qui est posé. Et c'est vrai que quand l'IA est arrivée, on s'est posé un premier sujet, c'est tout ce que l'on faisait faire aux étudiants en termes de recherche. Alors, des petites recherches pour les premières années, des recherches un peu plus importantes pour les élèves qui sont en 4e, 5e année ou plus, on va dire des mémoires, parce que on appelle ça comme ça, on rédige un mémoire, alors avec une 40aine de pages, une 60aine de pages, etc. Et puis on s'est dit, mais quel est l'intérêt? Alors là, on s'est posé la question en 2022, fin 2022, début 2023. Quel est l'intérêt d'utiliser ce type d'évaluation? Alors évidemment, après, on peut les faire soutenir à l'oral, etc. Ouais. Mais quel est l'intérêt de faire soutenir ce type d'évaluation? Parce que de toute façon, on voit bien, on l'a bien lu, et on n'a pas besoin d'outils spécialisés et sophistiqués pour ça. On sait bien que c'est écrit en partie, plus ou moins, on va pas donner de chiffres, par des robots. Et donc ça a été le premier problème de l'éducation, c'était ça. Mais ça, ce problème, il est loin derrière nous. Il est loin derrière nous, on a trouvé des parades, beaucoup plus de soutenance orale, du QCM, etc., de la surveillance papier-crayon comme dans certains examens, pas de problème, un surveillant, pas d'ordinateur, pas de téléphone, très bien. Donc jusque-là, tout va bien. Mais ces études dont tu parles, elles rebondissent, elles vont plus loin. Elles vont sur la dégradation en fait, de la pensée de l'étudiant quand il commence à utiliser l'intelligence artificielle de façon trop importante. Quand on est dans une classe supérieure, ce qu'on vous demande, on vous demande de réfléchir, on vous demande à réfléchir à des cas d'usage et à essayer d'imaginer des solutions, de dresser des tableaux, de dresser des perspectives. Et cette homogénéisation des idées, c'est une sorte de diminution de la divergence que l'on a en termes de pensée. Moi, j'écoutais il n'y a pas très longtemps chez ton ami Jérôme, je crois, une intervention de Luc de Brabander, un philosophe mathématicien belge avec un accent extraordinaire, qui disait finalement, quand on s'adresse à cette intelligence artificielle, on s'adresse à une bibliothèque mondiale. Et notre cerveau n'est pas fait pour être une bibliothèque mondiale. Notre cerveau, il est fait pour faire des simplifications et jouer avec ces simplifications. Et donc, quand on s'adresse à une bibliothèque mondiale, on a forcément un résultat
mondiale, qui est parfois erronée parce que évidemment des sources peuvent être contradictoires et quelle est la source que l'IA va chercher, etc. Donc c'était déjà une bonne piste. Et puis nous par exemple à l'École supérieure de vente et d'exportation où je travaille, on a mis en place cette année par exemple un module qui est un module d'esprit critique à l'heure de l'intelligence artificielle. Et donc ce qui m'intéressait dans ces études, ça a été évidemment le résultat qu'elles ont pu essayer de quantifier auprès des étudiants, auprès de ceux qui utilisent plus ou moins massivement l'intelligence artificielle. Et ça rebondit d'ailleurs sur une étude que j'avais vue également d'une université pas très loin de chez toi, de Toronto, qui avait fait aussi une étude dans ce cadre-là, parce que ça intéresse vraiment les chercheurs de savoir quel est l'impact sur la pensée, sur la façon de limiter notre pensée, de se réduire notre champ d'imagination, puisque peut-être que le propre de l'homme, c'est la créativité, et que l'IA, finalement, anesthésie cette créativité. Mais Lionel, tu es conscient, l'IA ne va pas disparaître. Et les étudiants, étant des étudiants, ils vont poursuivre l'utilisation de ces outils-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à ralentir la perte de ce muscle de la réflexion? Parce que c'est important, c'est même un élément de survie des humains. Mais comment on aborde donc cette problématique-là? Alors ça, c'est évidemment la solution pour l'instant, enfin les solutions. Je pense que les solutions, on les cherche. On les cherche. Je concluais dans le post qui t'a fait réagir parce qu'il réagissait sur 2 études que tu avais également pointées du doigt. Et j'ai pas été tout seul, hein, il y a beaucoup de monde qui a réagi. C'était de repenser les évaluations, comme je viens de le dire, pour éviter que les étudiants se contentent finalement de faire appel à l'IA sans vraiment apprendre. Parce que là, on parle d'apprendre, mais en fait, c'est d'arriver à éduquer les étudiants à utiliser l'IA de manière à maximiser l'apprentissage plutôt qu'à contourner l'apprentissage. Parce qu'encore une fois, c'est parce que l'on a dans notre cerveau, qui est cette machine à oublier, c'est encore Luc de Brabander qui disait ça, j'adore cette personne, c'est une machine à oublier. En fait, on garde un certain nombre d'éléments qui nous sont fondamentaux à la fois pour notre métier, pour notre survie, pour beaucoup de choses. Et finalement, l'IA, c'est la machine à se souvenir de tout et peut-être n'importe quoi. Mais encore une fois, comment apprendre à nos étudiants d'essayer d'apprendre quand même, et que l'IA, de toute façon, tous ceux qui ont réagi en 2023 en disant on va interdire les ordinateurs, on va interdire l'IA, c'était peine perdue. Parce que de toute façon, tu l'as dit, et je suis 100% d'accord avec toi, l'IA est là, elle est installée, et elle est probablement installée pour longtemps, tant qu'on aura de l'électricité pour l'alimenter. Mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, notre pensée créative, qui se nourrit de ce que notre cerveau a pu, telle une éponge, absorber au fil du monde. Moi, j'ai travaillé avec Mathieu, que tu connais bien, avec un chercheur en intelligence artificielle et qui disait la singularité n'existe pas. Elle n'arrivera jamais. C'est-à-dire une IA qui est capable de tout faire. Et j'aime beaucoup également ce que dit Luc Julia sur la façon dont on raisonne. C'est-à-dire que sur un domaine extrêmement précis, nourri des bons datasets, l'IA peut être extrêmement performante. Et on le voit, je suis sûr que tu l'as déjà utilisé plein de fois dans ton métier, NotebookLM, la façon que tu as de pouvoir interroger des documents dont tu as généré, tu as nourri le set de données pour pouvoir aller chercher de l'information. Donc ça, on pourra pas l'arrêter. Par contre, se reposer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir faire du copier-coller, comme le montre cette étude qui a été publiée, l'une des 2 études qui a été publiée dans le British Journal of Education Technology, c'est attention. Certes, ceux qui ont utilisé ChatGPT, ils ont été peut-être un peu plus loin ou autant que les autres, mais par contre, ils ont substitué leur réflexion à une forme de copier-coller, donc ils ont dégradé leur apprentissage. Ceux qui n'ont pas utilisé ChatGPT ont dû partir à la recherche d'informations, et tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils ont pu synthétiser, c'est évidemment des éléments mémoriels qu'ils ont acquis
pas à jamais, mais s'ils s'en servent régulièrement, qu'ils ont quasiment acquis à jamais. C'est ce qu'on appelle l'expérience, en fait, que l'on a dans n'importe quel métier ou dans n'importe quelle activité, c'est-à-dire le souvenir de cas qui vont être gérés et que l'on va se servir pour trouver une solution. Et puis il y a la gestion également réflexe et les facteurs humains quand on est dans des situations de crise ou dans des situations de danger. Mais ça, c'était intéressant pour voir ça. C'était cette approche qui s'était faite sur une cohorte d'un peu plus d'une centaine d'étudiants qui travaillaient sur des textes et que évidemment ceux qui préfèrent s'appuyer sur le copier-coller en fait n'apprennent pas grand-chose. Le résultat est aussi bon que les autres. C'était pas le résultat qui était mis en cause dans cette étude, Non, mais c'est ce qu'il c'était en la reste par la capacité. suite. C'est ce qu'il en reste chez l'utilisateur. Je serais tenté de dire, tu sais, on a tous pris l'avion, on a tous eu peur parfois parce qu'il y a des problèmes de densité atmosphérique et donc il y a des trous d'air comme disent certains. Et on sait très bien qu'un avion c'est vraiment fait pour voler. Et pourtant, il y a des tas d'avions qui se sont scratchés pour des tas de raisons. Et on voit souvent que les raisons, qu'elles peuvent être mécaniques au départ, elles sont souvent dues à des facteurs humains qui sont une mauvaise gestion. Parce que quand on est en situation de stress, quand on est en situation de panique, quand on est dans une situation de danger, on a finalement un rétrécissement de notre faculté d'analyse. Et c'est cette faculté d'analyse qui parfois nous donne de multiples solutions et qui nous fait préférer les 2 ou 3 que l'on semble meilleurs. L'IA nous donne le résultat de l'analyse. Donc finalement, comme tu parlais de muscles tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On n'entraîne pas ses muscles si on utilise trop l'IA. Par contre, ne pas s'en servir serait probablement aller beaucoup moins vite que les collègues, etc. L'autre jour, je spoil pas parce que tu l'as diffusé il y a longtemps. C'était dans un échange que tu avais eu avec Jérôme et tu faisais une remarque qu'un jour on t'avait interpellé en disant vraiment bravo à votre équipe pour tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites, etc. Et tu as répondu à ton interlocuteur, mon équipe, merci, c'est moi. Mais parce que tu as des outils pour ça, que ce soit des outils d'IA, des outils logiciels, etc. Et donc ces outils nous permettent d'aller plus loin. Mais par contre, ne pas entraîner sa pensée critique, ne pas entraîner sa réflexion, ne pas entraîner son esprit de synthèse, c'est peut-être dramatique parce que justement, demain, quand il s'agira de réfléchir sur un nouveau champ des possibles, un nouveau concept, c'est pas le dataset inexistant que l'IA n'aura pas qui pourra apporter des réponses à ce type de situation. Donc voilà, c'était une partie de ce qui m'avait interpellé dans ces études parce que justement, elles viennent mettre des chiffres à cette situation-là et à cette détérioration potentielle de notre niveau cognitif. C'est-à-dire que toutes ces réflexions qui sont des tâches d'un haut niveau cognitif risquent en fait de ne pas avoir le bon physique. Comme un sportif, on entraîne notre cerveau à réfléchir. On a dans notre cursus en France, pour les étudiants de première et deuxième année de certaines classes supérieures, on avait des exercices de synthèse qui étaient demandés. Ils avaient une corde de documents et on leur demandait de faire une synthèse des documents. Et bien sûr, l'exercice de synthèse, c'est quelque chose qui est plutôt assez rigoureux. On fait un tableau, on fait un tableau de confrontation, on confronte les différentes idées, on regarde celles qui sont communes, celles qui sont divergentes, et à la fin, on rédige le texte de synthèse. Bien sûr que pour faire ça, l'IA va 1000 fois plus vite que nous, avec des résultats parfois... Attention, bon, on est d'accord. Mais en tout cas, ce travail de synthèse, si on le fait faire par l'IA, bien on perd cet exercice intellectuel. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Et puis, dans un deuxième registre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est des étudiants qui pourraient nous dire, et ça peut-être que tu l'as entendu déjà, parce que tu n'es pas sans suivre ce qu'a annoncé Google récemment, ce que Meta a mis ce que Meta a upgradé dans ses lunettes, c'est la traduction. Et on nous dit, mais monsieur, pourquoi apprendre des langues? Bah oui, parce que finalement, on a un outil qui traduit tout. Ouais, sauf que apprendre des langues, c'est rentrer dans une culture, c'est rentrer dans un environnement culturel différent, une histoire différente, des façons de réagir différentes,
Et tout ça, c'est de la richesse. Et c'est de la richesse qui nous permet peut-être de créer des pièces de théâtre, des livres, des solutions technologiques. Ou même de penser différemment. Et de penser différemment. Et ça, c'est vrai que, alors on parlait beaucoup en politique, je sais pas chez vous, de pensée unique. Alors là, avec l'IA, on a l'impression que c'est la réflexion unique. C'est ça qui est dangereux. Bon, en tout cas, moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est justement ce qui m'a intéressé. Puis l'étude anthropique également, qui t'a aussi taquiné. Hey Lionel, je pourrais t'écouter encore pendant des heures, d'autant plus de ton point de vue qui est vraiment campé dans les deux mondes, celui de l'éducation, celui de la technologie. J'aime ce recul que tu as par rapport à ça. Et surtout, je te remercie d'être revenu sur tes propos que tu as publiés sur LinkedIn. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à suivre Lionel Tardy. Et puis sinon, pour revenir sur les deux études que tu mentionnais, dont j'ai parlé cette semaine, je vous invite à aller faire un tour sur mon carnet. Vous retrouvez, j'ai fait un survol des études, puis évidemment, il y a les liens pour aller consulter les études, là. Lionel, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, puis d'avoir partagé généreusement comme ça cette réflexion. Excellent début de journée, Bruno. Salut. Salut. On parle souvent des géants de la tech dans le domaine de l'audio, mais parfois ce sont de plus petites entreprises qui réussissent à se tailler une place de choix dans l'écoute quotidienne de milliers de personnes. Cette semaine, je reçois Yann Poirier. Il est le fondateur de la marque québécoise Soundgood. Depuis 2019, lui et son équipe ont pris un pari audacieux, offrir des casques et des écouteurs de qualité à prix abordable, tout en misant sur un service à la clientèle irréprochable et des valeurs locales fortes. Et ça marche parce que plus de 20 000 unités ont été vendues de leur modèle vedette. Alors, si vous ne connaissez pas les casques Soundgood, je pense que vous allez les découvrir avec mon invité. Bonjour Yann Poirier. Bonjour. Yann Poirier, comment est née l'idée, comment vous avez eu le culot un jour de dire, nous, on va faire notre place dans le monde des casques d'écoute? OK. À l'origine, c'était un projet, on va dire les vraies choses, c'était pour ramasser des fonds pour partir des projets de fabrication locale qui sont devenus Lasclé, puis Aubier. On cherchait une avenue intéressante, on aimait la musique, et qu'on s'est dit, OK, les gens au début, ils vendaient des copies de AirPods. On s'est dit, on va essayer ça, on va aller au marché Jean Talon, on va vendre des copies de AirPods, puis on va voir où ça nous mène. C'est sûr que ça, c'est au tout début. En 2019? Mais en 2019. Puis après ça, évidemment, on ne pouvait pas continuer à avoir ce modèle d'affaires-là de copie. Ça donnait pas une bonne image, puis c'était pas vraiment dans nos valeurs. C'était correct pour commencer, mais là, on a vraiment décidé de se diriger vers quelque chose de plus légitime, avec un produit beaucoup plus sur mesure, qui était les Ultimate V6, qui est devenu super populaire, surtout pour une qualité de son vraiment bonne pour le prix. On a vendu au-dessus de 20 000 unités de ce produit-là. Aviez-vous été surpris à l'époque quand vous avez vu l'intérêt qu'il y était pour un casque? Parce qu'on s'entend que d'habitude, quand les gens regardent pour un casque, on regarde presque automatiquement dans des grandes marques établies. Puis là, vous étiez un nouveau joueur qui arrivait avec pas un historique de nombreuses années comme les gros joueurs. Puis là, il y a un intérêt, les gens embarquent. Et tout s'est passé quand même au début de la pandémie. Il y a eu vraiment un contexte favorable pour nous parce que les gens cherchaient une façon de pouvoir travailler de la maison. Puis nous, on répondait bien à cette demande-là avec nos écouteurs. Je pense qu'on a été choyés par, on va dire en anglais, le timing. La pandémie a été bonne pour vous. Oui. Ouais. On fait vraiment un lien entre la pandémie et le départ de Soundgood. Il y avait un intérêt définitif pour ça. Il y avait l'achat local aussi avec la pandémie. C'est ce que j'allais ajouter. Oui. Qu'est-ce qui différencie votre casque de ceux des autres au niveau de la qualité sonore? Et puis même au niveau de l'appareil lui-même? Nous, on vise grand public pour faire le meilleur rapport qualité-prix sans être nécessairement une compagnie low cost qu'on pourrait trouver sur Amazon. On a beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit par notre service après-vente qui est, on peut dire, exceptionnel. On se fait souvent dire « Ah, ça fait longtemps que j'ai un bon service comme ça. » Puis même après beaucoup de temps, on aime ça avoir un suivi avec nos clients. Mais pour le produit en tant que tel, c'est qu'il offre toutes les fonctionnalités qu'on cherche d'un casque moderne,
pour un prix super abordable, qualité de son qui plaît vraiment à la majorité des gens. C'est sûr que faut pas satisfaire tout le monde, faut pas s'attendre non plus à un casque audiophile très haut de gamme, ça reste qui est $100, mais produit un super son pour ce prix-là, sans aucun doute. Mais vous n'êtes pas dans le marché des casques de 5 000 et plus, là, on s'entend. Non, du tout, du tout. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent là. Non, c'est très spécialisé. Comment vous arrivez à décider, vous disiez, là, vous aimiez la musique, mais comment on arrive à développer les spécifiques d'un casque? Comment est-ce que vous avez fait un dive-in dans le monde de l'audio et vous avez dit, telle composante va faire la différence, tel design va faire la différence? Comment ça s'est passé? On teste beaucoup de produits, de la compétition. On peut aussi s'informer là, qu'est-ce qui est recherché. On a fait des sondages aussi auprès de nos clients. Fait dans le sondage, on demandait c'est quoi qui était le plus important pour vous, puis de placer en ordre les fonctionnalités. On a réalisé, exemple, que le codec, exemple comme aptX ou LDAC, n'était pas vraiment important, mais on aurait pu penser le contraire. Il y a des utilisateurs pour des nécessité d'avoir cette fonctionnalité-là, mais ça venait au bas de la liste. On retrouvait surtout la qualité du son en premier, avec la qualité des appels pas trop loin, mais ce sont des fonctions comme multipoint qui s'en viennent de plus en plus populaires, surtout quand on veut avoir un seul casque pour autant le divertissement que les appels que le travail. Ça fait 6 ans maintenant que vous êtes parti des petits casques jusqu'à ce que vous offrez maintenant aujourd'hui avec le succès que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous avez appris à travers tout ce temps-là? C'est sûr qu'on se familiarise avec le marché. Au début, on se fait un peu des illusions. Comment dire? On se fait des idées personnelles sur ce que les gens veulent, ou ce que les attentes des gens, puis on se réalise finalement que on s'est un peu créé ces idées-là nous-mêmes. Par exemple, sur certains points technologiques où je dirais il y a des gens qui cherchent parfaitement la technologie, mais d'autres aussi pour qui c'est important les valeurs partagées d'une entreprise. Puis je pense qu'on va connecter beaucoup, par ça soit notre responsabilité environnementale ou bien notre service expérience client. On dit un service québécois ou canadien de ce standard-là qu'on va peut-être pas retrouver ailleurs. Exemple, sur Amazon, on achète des produits, mais ils sont pas spécialisés nécessairement. Fait qu'on n'a pas nécessairement dans des questions parce que qu'on veut ou non, c'est des appareils qui sont pas toujours compatibles avec toutes les options qu'on cherche, puis il peut arriver des petits bugs, mais nous, extrêmement spécialisé, on peut vraiment trouver des solutions adaptées. C'est ça, avec le temps, on a tellement amélioré notre fond de connaissances pour pouvoir aider nos clients, définitivement. Vous avez mentionné Amazon. Dans l'actualité très récente, vous avez annoncé cette semaine que vous alliez quitter Amazon, que votre casque ne serait plus en vente sur la plateforme. Première question, pourquoi? C'est une décision qui a été prise, ça fait un moment déjà. Les produits n'y sont plus présentement. Puis je parle souvent de service client, d'expérience client, puis ça, c'était pas mal la source de ça. C'est avec Amazon, t'as plus accès aux clients. Les autres qui ont la donnée des clients, puis on peut faire un suivi, par exemple, avec notre petite liste de courriel qui dit hey, as-tu changé tes membranes récemment? Ou as-tu, par exemple, vu notre nouveau produit? Est-ce que tout va bien avec tes écouteurs, etc. Donc, si les gens n'avaient pas signé la petite fiche de garantie, là, il n'y avait pas de sien là. Non, c'est ça. Puis les gens contactent Amazon aussi, puis des fois, ils ont pas vraiment un service courtois ou spécialisé pour ce type de produit-là. Bon, fait que ça, c'est une des raisons. Sinon, il y a aussi, on voulait quelque chose de plus canadien, québécois. Exemple, on est chez Tanguy maintenant. Puis avec Tanguy, on a vraiment une belle flexibilité avec eux autres qu'on peut communiquer puis dire OK, qu'est-ce qui se passe dans telle situation, le client retourne son produit, on va procéder de telle façon. Puis ils partagent des valeurs aussi comme l'implication sociale, l'implication au Québec, que ce soit dans le sport, dans la Fondation Maurice Tanguy. Fait on s'est dit au lieu de diriger les ventes en ligne, parce qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement acheter notre boutique. Notre boutique, c'est une boutique Shopify qui est pas nécessairement réputée depuis 60 ans ou hyper connue. Tandis que quelqu'un qui est pas sûr, il va sur Amazon puis il voit OK, au-dessus de 1000 avis sur le produit Ultimate V6, OK, tu sais, c'est légitime. Ça parle.
Mais ça nous prenait une alternative aussi connue pour les gens qui étaient peut-être qui avaient besoin de se sentir plus en confiance. Tanguay, je pense que c'est vraiment un partenaire de confiance. Donc, une alternative très intéressante pour acheter notre produit en ligne autre que sur notre site, livré gratuitement partout au Québec. C'est un mix de valeurs, implications sociales, service client. Puis, je pense que oui, Amazon est une plateforme très utile pour d'autres types de produits, des choses qu'on trouve pas ailleurs. Mais quand on peut s'en passer, je pense que c'est un choix important de décider de magasiner des alternatives plus locales. Diriez-vous que vous faites, parce que je présume que les ventes allaient quand même bien sur Amazon, là, est-ce que vous vous dites que vous êtes prêt à avoir une diminution des ventes, mais vous assurez de la qualité de l'offre et que votre partenaire de distribution du produit aille avec vos valeurs? Est-ce que c'est ça, si on résume ça? Ben, à court terme, on se dit, OK, on va peut-être perdre un certain partie de marché, une partie de vente, mais ce qu'on pense, c'est qu'à long terme, les clients, ils reviennent acheter chez vous quand ils sont satisfaits. Puis quand tu développes une relation avec eux, ils vont revenir. Ils vont vous trouver. On pense qu'à long terme, ça devrait revenir un peu au même en termes de volume. Je pense qu'on va aller rechercher du volume d'une autre façon parce que le service client permet les gens développent vraiment un attachement à la marque de cette façon-là. Puis c'est ce qu'on veut créer. En terminant, Yann, vous parliez d'un modèle qui a toujours la cote, qui fonctionne toujours bien. Est-ce que, parallèlement, vous êtes en train de développer quelque chose d'autre? Oui. Présentement, j'ai justement des écouteurs prototypes à mes oreilles. On veut répondre les gens, malheureusement, ne verront pas parce qu'ils les entendent. Non. Ouais. Mais le son est bon. On voulait quelque chose, ça sonne bien? Oui. Super. C'est super le fun d'entendre. Alors, on voulait répondre au segment annulation du bruit, puis qualité des appels. Mon Ultimate V6 et V7 maintenant sonnent très bien. Ils permettent vraiment une bonne tenue dans l'oreille, surtout pour le sport. Tu sais, ça s'adresse vraiment à un certain profil, puis ça répond super bien à ça. Mais on n'avait pas encore d'écouteurs, pas bouton, mais tige, là, qui répondaient au segment travail ou peut-être plus polyvalent, très polyvalent. Autant en appel, écouter la télé, annulation active de bruit très puissante, avec aussi un mode transparence très puissant. Je pense qu'on va aller chercher vraiment d'autres clients avec ce nouveau produit qu'on est super content. Alors, ça sera disponible à partir de quand? On estime vers septembre. On patientera. Yann Poirier, vous êtes propriétaire et fondateur de Soundgood. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci énormément, Bruno, de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Pour une deuxième semaine consécutive, la Formule 1 s'invite dans mon carnet, non pas pour parler de moteur ou d'écurie cette semaine, mais pour parler de stratégie. Et qui de mieux que Luc Dupont pour nous aider à décoder comment ce sport historique a réussi à se réinventer grâce au marketing numérique, aux données massives et aux réseaux sociaux, et même à l'intelligence artificielle. De Drive to Survive sur Netflix aux chaînes dédiées de F1 TV jusqu'à l'utilisation d'outils prédictifs comme TrackPulse développés par AWS, la F1 est passée d'un sport perçu comme élitiste à un produit grand public taillé pour les jeunes générations. C'est une révolution dans sa mise en marché et c'est exactement ce dont on va parler. Bonjour Luc Dupont. Bonjour. Luc, merci de me suivre aussi sérieusement comme tu le fais, j'allais dire presque studieusement, puisque mes publications la semaine dernière, puis l'édition de mon carnet, semblent avoir influencé ta pensée. Et tu as décidé que tu avais le goût de nous parler de F1. Oui, d'autant plus que dans ton fil de nouvelles, pour quiconque le regarde attentivement, tu nous as parlé d'intelligence artificielle avec Ferrari. Je t'avoue que, évidemment, je trouve ça spectaculaire. En même temps, de la part de la F1, c'est peut-être pas si étonnant. Après tout, on parle de technologie et de haute technologie. Remarque que dans 2 instants, je te mentionnerai, puis j'ajouterai aussi qu'avec Bernie Ecclestone, c'était partiellement vrai parfois. Ouais. Et c'est un petit peu ça l'objectif, au fond, de notre entretien aujourd'hui, c'est d'expliquer et de montrer comment, sur le plan du marketing Internet, du marketing web, toutes les nouvelles technologies, tout ce qu'on a été capable de faire pour prendre, au fond, quelque chose qui était technologique sur l'asphalte, mais qui l'est peut-être pas tant que ça
sur le plan des communications. Moi, c'est ce que j'appellerais la création d'un paddock virtuel. Tu vois, si j'avais à expliquer un petit peu la stratégie qu'on a déployée, je la trouve spectaculaire et ça coïncide aussi avec une autre de tes nouvelles très, très récentes. C'est la création de la part de la F1 d'un nouvel outil pour suivre les courses de F1. La qualité de l'image, encore une fois, Amazon qui est impliqué là-dedans. Alors, on sent bien aussi qu'Amazon, lentement mais sûrement, fait son espace, non seulement du côté du hockey, mais aussi du côté de la F1 à ce niveau-là. Ce qui est pas anodin parce que la rumeur qui court depuis certainement une couple d'années, c'est que c'est Apple qui étaient intéressés à acheter les droits de la F1 parce que ils ont compris évidemment que dans le cas du streaming, la beauté, c'est d'essayer d'acheter des droits de quelque chose qui est regardé à l'échelle planétaire. Mm-hmm. Et dans le cas de la F1, ben, sais-tu quoi? Je réfléchis. Est-ce qu'il y a un autre produit? Peut-être tu me dirais le tennis? Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'entre-temps, parce qu'il y avait effectivement cette idée, ce scénario qu'Apple veuille mettre la main là-dessus, un peu comme Amazon l'a fait dans d'autres sports, comme tu nous racontais. Mais entre-temps, il y a Netflix qui a réussi à se faufiler dans les rangs et de produire une série. Et aujourd'hui, je le vois, quand on va sur le circuit et quand on parle avec des gens de Ferrari, quand on parle des gens de la F1, cette série-là a eu énormément d'impact par rapport à la visibilité et l'intérêt des gens d'une autre génération par rapport à la F1. Et ça, on l'entend de leur bouche. Fait que je me dis, ouais, Netflix a fait un bon coup avec ça, mais effectivement, c'est une chose de passer une série, mais là, d'acquérir les droits pour la diffuser de façon mondiale, c'est autre chose. Oui, alors de voir comme ça Netflix qui, dans un premier temps, dit on va faire du sport peut-être pas en direct. Dans un deuxième temps, au moment où on se parle, là, on est rendu là. Et de la part de Liberty Media qui achète donc cette franchise-là, appelons-la comme ça à défaut d'une meilleure expression, mais alors 4,4 milliards, bon, avec les dettes autour de 8 milliards de dollars, c'est acheté par Liberty Media pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec l'entreprise qui est aussi dans la radio, on l'appelait dans le temps là, satellite, même si techniquement, je rappelle que c'est partiellement exact, hein, si on commence à gratter sur le plan technologique. Effectivement, mais ça permet d'ajouter un petit côté spectaculaire. Et alors, Liberty Media, c'est John Malone. Et John Malone, sur le plan technologique, si on s'en était parlé, toi et moi, dans les années 80, c'était lui qui, un matin, s'est levé en disant, si donc, dorénavant, on connecte un tuyau, communément appelé câble, à notre téléviseur, est-ce que ça signifie pas, par ailleurs, que soudainement, au lieu des 3 ou des 4 ou des 5 ou des 12 chaînes qui étaient possibles, je me souviens encore de la petite rondelle à la maison, donc, ça veut dire qu'on peut créer des centaines de stations de télévision. Et John Malone, alors vois-tu, c'est ce gars-là, c'est lui qui a inventé le forfait, le maudit forfait là, que t'achetais, tu voulais telle station de nouvelles, puis il fallait que tu t'en tapes 3-4 autres en parallèle. Alors, c'est lui. Et c'est lui, la radio satellite, c'est quand même remarquable parce que le défi, évidemment, en communication, c'est de se renouveler. C'est quelque chose qui est pas facile, constamment, sur le plan technologique. Alors, lui, nous arrive avec ça. Puis, lui, il fait 2 constats. Le constat 1, c'est la F1, c'est trop vieux. Alors, il regarde le profil d'âge des téléspectateurs, puis il dit, quand on frôle le 60 ans, en marketing, tôt ou tard, c'est la fin. Parce que, malheureusement, à chaque année, tu perds des clients. Et l'autre chose qui s'aperçoit, c'est que sur le plan nord-américain, si tu exclus au fond, parce que là, je le précise peut-être pour les collègues européens qui nous écoutent et qui seraient peut-être moins familiers avec la réalité nord-américaine de la Formule 1, bon, sur le plan anecdotique, il y avait le Québec, Gilles Villeneuve, et Jacques Villeneuve par la suite, mais la réalité, c'est que ça se passait à Montréal et pas à Toronto, en tout cas pendant longtemps, et que donc, il se passait rien d'autre aux États-Unis. On a des années à 0 Grand Prix. C'est quand même renversant quand on y pense aujourd'hui, d'autant plus qu'au moment où on se parle, il y en a 3, dont un qui est assez particulier. Il est complètement géré par la F1, celui de Vegas, parce que là aussi, sur le plan économique, c'est assez particulier. Au fond, c'est une ligue qui te loue la possibilité de tenir un Grand Prix de Formule 1 et qui arrive avec sa télévision, ses commanditaires, puis qui dit, tu vas vendre des billets de stationnement, tu vas vendre des bébelles, tu vas vendre des billets, tu gardes ça, puis moi, je garde le reste, puis on va se partager, d'autres affaires aussi, ce qu'on appelle communément les ententes de la Concorde, mais allons pas là, ça serait un petit peu technique, mais John Malone a cette capacité-là de voir ça, moi, je trouve ça remarquable, et je reviens à ton Drive to Survive, il est tellement important, Bruno, que moi, j'ai une étudiante, alors j'étais non pas son superviseur, mais j'étais son évaluateur, qui a fait sa maîtrise sur la série Drive to Survive. Alors, c'est à dire comment, sur le plan universitaire, on essaie aussi d'être
d'actualité. Alors lui, sa conclusion, c'est la force de cette série-là, c'est le storytelling, très à la mode ces temps-ci. Alors on a réussi au fond à créer des personnalités autour de gens qui en avaient pas. Puis il n'y en avait pas parce que Bernie disait, moi je vends des montres à 10 000 et sur Facebook, ils sont pas là. John Malone te dirait, les gens qui achètent des montres sont peut-être un peu partout. Ils sont un petit peu un peu partout, pas beaucoup un peu partout, mais ils sont quand même là. Et c'est là que Liberty Media dit, faudrait peut-être que vous soyez sur les médias sociaux. Quand on y pense aujourd'hui, c'est renversant, mais dans le temps, c'était ça. Et jeter un petit coup d'œil tout juste avant l'entrevue. Lewis Hamilton, sur son Instagram, juste Instagram, a 40 millions d'abonnés. Et là, je tape, encore une fois avec mes yeux de Nord-Américain, je tape Tom Brady. Tu me diras, il joue plus depuis un an. Mais en même temps, j'essaye juste de trouver un comparatif. 15 millions. Alors, vois-tu, le chiffre parle. Le chiffre parle, absolument. Évidemment, Liberty Media comprend que c'est un sport qui est mondial, mais qu'ils n'ont peut-être pas, à cause de ces décisions-là. L'autre aussi, encore une fois, extraordinairement, quand on y pense aujourd'hui, on se dit, s'ils m'avaient appelé, on leur aurait peut-être dit, pas de station YouTube. Alors ici, on ouvre initialement la station YouTube, et ce qu'on réalise assez rapidement, c'est que quand on fait évidemment des recherches, des études de marché, comme on les appelle communément, c'est que beaucoup de gens, par exemple, aussi curieux que ça puisse paraître, se posent des questions du genre, tiens, quand il pleut, est-ce qu'on change de pneus? Les pneus de la Formule 1, est-ce que moi, je peux les acheter au coin de la rue? Bon, des questions qui peuvent sembler un peu étranges, un peu bizarres, mais en même temps, encore une fois, et c'est tout le mérite de Liberty Media, c'est de comprendre le téléspectateur. Si on le rajeunit, initialement, il faut accepter qu'il va nous regarder puis il va dire, moi, jusqu'à tout récemment, j'étais dans les planches à roulettes, les skateboards, puis là, je commence à m'intéresser à la F1, mais je la connais pas. Alors, explique-moi là. Alors, ça, pour moi, c'est un autre coup de génie. L'autre est toujours, encore une fois, permis à cause de la technologie. Bruno, c'est le data. Mais je t'entends là-dessus. Tu sais que le produit, justement, de F1 là, qui a été lancé, donc qui est un service de télédiffusion en direct, mais aussi en rattrapage, à l'intérieur de ça, c'est tout un programme, c'est une offre de programmation. Parce que les courses, évidemment, de l'essai jusqu'à la course finale du dimanche, mais parallèlement, il y a toutes ces émissions qui sont proposées et il n'y a personne qui a les cheveux gris dans ces shows-là. Ils ont tous 20 ans. Dans la vingtaine, ils sont tous allumés par la F1. Il y a des geeks, il y a des gens qui s'intéressent juste aux voitures, il y a des gens qui sont presque aussi dans le lifestyle. Mais il y a toute une offre de programmation et on sent tellement que ça a été moulé et monté et préparé pour une nouvelle génération. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a 2 chaînes. Je te dirais que, de mémoire, il y a une trentaine de chaînes qui sont disponibles pendant une course et il y a 2 chaînes qui sont exclusivement de la data pour te laisser enchaîner sur ton sujet. Alors, ça aussi, anciennement, avec Ecclestone, chacune des écuries... C'est la chance gardée. Disait, oui, je ne vais pas partager ça, moi, c'est de l'information confidentielle. Liberty Media dit non, ça va faire un méchant bon show. Évidemment, on va pas tout dire, mais on peut-tu en dire un petit peu? Parce que d'après moi, le dernier tour de piste, c'est de l'information qui est pas hyper confidentielle. Si je la compare avec le voisin, tiens, ça va être intéressant. Alors, moi, ça, je trouve ça remarquable. Tu parlais des plus jeunes. J'y reviens, Bruno. Ça fait 34 ans que je donne un cours qui s'appelle Culture populaire. Lors de la dernière session, je viens d'avoir mes premiers travaux qui portent sur la mise en marché de la Formule 1, qui avaient tous été écrits par des jeunes filles. Ah. Et dans mes cours maintenant, les T-shirts Nike ont été remplacés par des T-shirts F1. Vois-tu comment c'est remarquable? De la même manière d'ailleurs que j'aurais le goût de poursuivre là-dessus. Red Bull a été remplacé par Celsius récemment, pour les boissons gazeuses, mais les boissons énergétiques, pardon. Mais alors ça, pour moi, c'est remarquable. Puis l'autre chose, et c'est ce qu'on est en train de faire, toi et moi, ils ont dit peut-être qu'on devrait faire parler les pilotes et on devrait faire parler les équipes, et ça s'appellerait des podcasts. Exactement. Alors, encore une fois, je regrette, mais on décline le catalogue, toi et moi, ensemble. Drive to Survive, ça s'appellerait de la télé-réalité. Parce que c'est ça en réalité. YouTube, on s'en est parlé dans la dernière chronique. Le data, là, c'est un petit peu plus audacieux, je reconnais.
le podcast, ça fait quelques années que ça existe. Mais encore une fois, la beauté, c'est que Bernie Ecclestone ne voulait pas faire ce saut-là. Il voulait rien savoir de ça. Puis souvent, les gens se posent la question, OK, puis ça a donné quoi comme résultat concrètement sur le terrain? Mais aux États-Unis, des codes d'écoute qui ont pratiquement triplé, ce qui est quand même remarquable. Et dans le cas de la valeur de appelons-la de la ligue ou de la concession, de la franchise, on est passé de quelque chose qui en valait avec les pertes ou les dettes 8 milliards. Et tout juste encore une fois avant l'entrevue, je suis allé faire un petit coup d'œil en bourse parce qu'on parle d'un titre qui est inscrit en bourse. Ouais. Aussi curieux ça puisse paraître pour ceux que ça... Et ce n'est pas une recommandation d'achat, évidemment, je le précise, mais techniquement, on peut participer à cette grande aventure-là. Alors, tout juste avant de l'entrevue, je regardais, jetais un petit coup d'œil sur ce que ça valait. Alors, en direct, je vous le dis, alors on est rendu à 24 milliards. Donc, on est passé de 8 à 24, 3 fois la mise. C'est pas si mal. Alors, je le dis parce que souvent, on se pose la question, donne-moi donc un exemple ou donne-nous donc un exemple de ces outils-là de la nouvelle économie qui permettent à quelque chose qui existait au préalable de traverser l'épreuve du temps puis de se redonner une nouvelle virginité. Et je pense qu'on a un bel exemple ici. Oui. Ouais. Et tu me permets, parce qu'on parlait de toutes ces données, les gens qui sont curieux d'aller plus loin là-dedans, je vous invite à aller lire. C'est sur mon carnet, mais aussi ailleurs, vous trouverez sur Internet. On parlait de Track Pulse, qui est un service maintenant qui a été monté par AWS pour la F1 et qui permet donc autant, je vous dirais autant au public d'en bénéficier si on utilise les forfaits là, qui sont offerts dans F1 TV, mais aussi, et c'est là où ça soulève toute une question, et j'en discutais avec les gens de F1 la semaine passée, c'est que le Track Pulse maintenant te donne, quand tu es le diffuseur, quand tu es le producteur d'une émission là, qui couvre en direct ça, te donne toute l'information. Tu sais, pendant des années, là, les commentateurs de F1 devaient se préparer à étudier studieusement les données, les avoir en tête, un peu comme une soirée d'élection où les journalistes ont répété pendant 5 fois. Bon, ben, eux doivent avoir toutes ces stats en tête. Maintenant, il y a des tableaux qui sont sur les écrans et en temps réel, on voit les informations, évidemment, des véhicules, des pilotes. Écoute, maintenant, dépendamment des véhicules, c'est entre 300 et 500 points de contact ou qui génèrent de la data et ça génère 1,1 million de points d'information à la seconde. Il y a 24 véhicules. Alors, on comprend qu'il n'y a pas d'humain qui est capable de ramener tout ça pour étudier ça. Et là, ce que Track Pulse vient de faire depuis, c'est la 2e saison là, qu'on l'utilise, mais là, on commence à le partager. Ça permet à des diffuseurs d'avoir l'information à un tel point que ça permet de voir presque en temps réel ou presque de prévoir les points intéressants qui, pour un diffuseur, vont être d'intérêt à diffuser. Donc, on voit là, la course qui est en train de se faire, puis en fonction de la pression des pneus, de l'essence qui reste, du poids de la voiture, de la fatigue du conducteur, on arrive à savoir, OK, lui, il va dépasser, lui, il dépassera pas. Mais c'est même pas un humain qui fait ce calcul-là, c'est l'IA qui est derrière, qui arrive à travailler sur les différents scénarios. Et je te dirais, Luc, quand on regarde ça et quand on voit à quel point on a raffiné l'information et aussi l'information qui n'est pas diffusée, moi, je me dis, il est pas loin où on va être capable de créer des voies de synthèse, un peu comme on a commencé à faire au golf, créer des voies de synthèse qui permettent de suivre un seul pilote pendant toute une course et sur un canal qui sera dédié à ça. Aujourd'hui, là, sur la F1 TV, on peut suivre la course comme on l'enverrait là, dans ce qu'on appelle le feed international, mais on peut aussi suivre la caméra embarquée du pilote et faire toute la course avec lui à bord. Je l'ai tenté avec Imola, c'est assez impressionnant, mais c'est ça, on est rendu là. Mais il n'y a rien comme initier le mouvement et de ce côté-là, il faut lever notre chapeau assurément à la Formule 1. Oh, moi, je lèverai le drapeau. Allez, oui. Hey, Luc, merci beaucoup d'avoir fait un suivi comme ça du sujet de la F1. Tu m'as permis de revenir dans mes souvenirs et puis de mettre à jour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa. Et si les robotaxis chinois s'imposaient bientôt comme des acteurs majeurs de la mobilité autonome en Europe, grâce à un pays au cœur du continent, la Suisse? Cette semaine, Thierry Aubert nous propose une analyse éclairée sur l'arrivée imminente de géants chinois comme Baidu et WeRide sur le sol helvétique. Entre tests annoncés, partenariats locaux et ambitions technologiques, c'est tout un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la conduite autonome en Europe et la Suisse, avec ses infrastructures modernes et son goût pour l'innovation,
Aviation semble prête à devenir un laboratoire à ciel ouvert pour ce type de transport. On retrouve tout de suite Thierry Weber. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Et si les robotaxis chinois devenaient les prochains acteurs majeurs de la mobilité autonome en Europe grâce à la Suisse ? Et oui, cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de l'arrivée imminente des robotaxis chinois sur le sol européen et plus précisément en Suisse. Une actualité qui illustre parfaitement la montée en puissance des géants technologiques asiatiques dans le domaine de la mobilité autonome et qui pourrait bien transformer nos habitudes de déplacement dans un avenir proche. Il faut dire que l'Europe, même si la Suisse n'en fait pas partie et se trouve plein au centre de celle-ci, ses infrastructures modernes et sa volonté d'adopter des solutions de mobilité innovantes représentent un terrain fertile pour les expérimentations en matière de véhicules autonomes. Face à des restrictions croissantes aux États-Unis, notamment en raison de préoccupations liées à la sécurité des données, des entreprises chinoises comme Baidu ou WeRide se tournent vers le vieux continent pour déployer leur technologie. Cette dynamique révèle non seulement une compétition technologique mondiale, mais aussi une opportunité pour l'Europe de se positionner à la pointe de la mobilité du futur. Ce qui me frappe particulièrement, c'est la rapidité avec laquelle ces entreprises chinoises s'implantent et s'intéressent à l'Europe. D'un côté, Baidu prévoit de lancer des tests de son service de robotaxi Apollo Go en Suisse d'ici fin 2025. C'est tout de suite là. L'entreprise envisage une filiale locale et serait déjà en discussion avec Carte Postale, son petit nom également Post Auto, la filiale des cartes postaux, pour une collaboration dans l'acheminement de passagers dans certaines régions. De l'autre côté, WeRide a déjà pris une longueur d'avance. En France, dans la Drôme, des minibus autonomes circulent depuis février en partenariat avec Renault, la Massif et Betty. Il s'agit là du tout premier service commercial de navette autonome de niveau 4 sur route ouverte en Europe. Mais ce n'est pas la première fois que la Suisse se frotte à la conduite autonome. Et oui, en 2016, déjà, Carte Postale testait des navettes autonomes dans les rues de Sion, la belle capitale du Valais. L'expérience avait marqué les esprits, notamment après une collision avec un véhicule mal stationné qui avait conduit à une suspension temporaire du programme. Et c'est bien dommage quand on voit l'acharnement des tests pour faire voler une fusée. Là, je parle de SpaceX. C'est pas la même mentalité ici en Suisse. Mais ces tests pionniers à l'époque ont permis à la Suisse de poser les premières bases d'un cadre pour ce type de mobilité. Point positif. Pour avoir suivi cette première phase à Sion, on sentait déjà l'envie d'ouvrir la voie à des solutions de transport innovantes et respectueuses de l'environnement. Ce retour d'expérience combiné à l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux pourrait bien donner un nouveau souffle à la mobilité autonome dans le pays. Alors, quid de la Suisse pour fin 2025 ? Eh bien, l'intérêt de Baidu pour notre pays n'est pas anodin. Infrastructure bien entretenue, population technophile, volonté d'innovation. La Suisse coche beaucoup de cases. De plus, PostAuto, acteur majeur du transport public régional, a déjà démontré sa capacité à piloter des projets autonomes comme celui de Sion. Ce retour potentiel à l'autonomie, cette fois avec un partenaire chinois, montre une ouverture croissante à des partenariats internationaux, mais aussi une exigence d'adapter ces nouvelles technologies aux réalités helvétiques. Finalement, ce que je retiens de tout cela, c'est que la mobilité autonome n'est plus une chimère futuriste, mais bien une réalité qui s'installe pas à pas sur nos routes. Et au vu du test fait dans la belle capitale du Valais, voilà, il était temps que ça avance. C'est le cas de le dire. Et vous, seriez-vous prêt à monter à bord d'un taxi sans chauffeur propulsé par une IA chinoise ? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. En tout cas, moi je vais continuer à suivre ça de très très près. Évidemment, sans chauffeur. D'ici là, faites attention en traversant la route, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Cette semaine, Stéphane Ricoul nous emmène là où on ne s'attendait pas forcément à parler d'intelligence artificielle, le Vatican. Alors, il nous propose une réflexion sur la manière dont une institution 2 fois millénaire aborde les bouleversements technologiques d'aujourd'hui. Dans un monde où tout s'accélère, où les algorithmes prennent de plus en plus de place,
quel rôle peut encore jouer une voix issue de la tradition? Je vous laisse découvrir cette chronique qui mêle philosophie, histoire et actualité et qui nous invite à prendre un pas de recul. On écoute Stéphane Ricoul. Dans un monde où la nouveauté est souvent vénérée comme une divinité moderne, il est presque rafraîchissant de voir une institution bimillénaire prendre position sur des technologies de pointe. Le nouveau pape, Léon XIV, vient de placer son pontificat sous le signe d'une réflexion profonde sur l'intelligence artificielle. Et c'est pas un hasard. Léon XIV a choisi son nom en référence directe à Léon XIII, ce pape visionnaire qui, à la fin du XIXe siècle, avait posé les jalons de la pensée sociale catholique face au bouleversement de la révolution industrielle, en critiquant tant le capitalisme débridé que le socialisme étatique, esquivant une voie médiane proprement catholique. Aujourd'hui, son successeur homonyme établit un parallèle limpide, comme quoi l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Un message qui s'inscrit dans la continuité des avertissements lancés par François, qui n'a cessé d'appeler à une réglementation internationale de l'intelligence artificielle, craignant de voir les relations humaines réduites à de simples algorithmes. Pour l'Église, l'IA est une technologie qui n'est pas neutre, mais une force capable de remodeler profondément nos sociétés. Sans rejeter l'innovation, le Vatican appelle à la vigilance face à un monde où les décisions cruciales pourraient être déléguées à des machines sans véritable responsabilité humaine. Le document Antica et Nova, l'Ancien et le Nouveau, publié par le Vatican et que Olivier Diens a gentiment porté à ma connaissance, approfondit cette réflexion avec une finesse qui pourrait surprendre ceux qui imaginent l'Église catholique comme technophobe par nature. Au contraire, l'approche vaticane reconnaît d'emblée les immenses possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans des domaines aussi variés que la médecine, l'éducation ou la protection de l'environnement. Ce qui frappe dans cette analyse, c'est sa profondeur historique. Là où les entrepreneurs de la Silicon Valley parlent en trimestres et les politiques en mandats, le Vatican pense en siècles. Cette perspective permet d'éviter l'écueil de la panique morale comme celui de l'enthousiasme naïf. L'Église a vu passer bien des révolutions technologiques, de l'imprimerie à l'énergie nucléaire, et sait que chacune apporte son lot de promesses et de périls. Le document rappelle que la technique n'est jamais neutre. Les algorithmes d'intelligence artificielle, comme toute création humaine, incorporent les valeurs, les préjugés et les priorités de leurs concepteurs. Si nous programmons des systèmes qui valorisent uniquement l'efficacité économique, nous ne devrions pas nous étonner qu'ils négligent d'autres dimensions essentielles de l'existence humaine comme la compassion, la solidarité, la contemplation. On pourrait presque sourire en imaginant saint Thomas d'Aquin débattant avec ChatGPT, mais la question soulevée est sérieuse. Comment maintenir l'humain au centre d'un monde de plus en plus automatisé? Le document du Vatican nous met en garde contre un piège subtil mais dangereux, celui qu'établir une équivalence trop forte entre l'intelligence humaine et l'IA comporte le risque de succomber à une vision fonctionnaliste, selon laquelle les personnes sont valorisées en fonction des tâches qu'elles peuvent accomplir. Or, la valeur d'une personne ne dépend pas de la possession de capacités singulières, de réalisations cognitives et technologiques ou de succès individuels, mais de sa dignité intrinsèque. Cette réflexion touche à un point névralgique de notre époque. À mesure que l'IA surpasse les humains dans un nombre croissant de domaines, du jeu d'échecs au diagnostic médical, nous risquons de redéfinir notre propre valeur uniquement en termes d'efficacité et de performance. Cette vision pourrait marginaliser ceux dont les capacités ne correspondent pas aux critères d'optimisation algorithmique. Pensons aux personnes âgées, à celles en situation de handicap ou tout simplement celles qui privilégient la contemplation à la productivité. L'Église nous rappelle que la dignité humaine transcende fondamentalement toute mesure utilitaire. Une vérité ancienne qui prend une résonance nouvelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans son document,
Le Vatican insiste sur un principe qu'il considère comme fondamental, celui comme quoi la technologie doit servir l'être humain dans son intégralité et non l'inverse. Cette affirmation peut sembler évidente, mais l'histoire nous enseigne que les innovations technologiques ont souvent tendance à nous transformer à leur image, plutôt que l'inverse. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, conçus initialement pour nous connecter, mais qui ont fini par modifier profondément nos modes d'interaction, parfois au détriment de relations authentiques. L'IA pose un défi similaire, mais à une échelle bien plus vaste. Elle pourrait redéfinir notre conception même de l'intelligence, de la créativité, voire de la conscience. Le document du Vatican nous invite à une réflexion nuancée. Il ne s'agit pas de rejeter l'IA en bloc, mais de s'assurer qu'elle reste un outil au service du bien commun. Cela implique de préserver des espaces où l'intervention humaine demeure irremplaçable, particulièrement dans les décisions éthiques, l'accompagnement des personnes vulnérables ou l'éducation des plus jeunes. Si un algorithme peut diagnostiquer une maladie avec précision, seul un médecin en chair et en os peut comprendre la souffrance du patient dans toutes ses dimensions. Si une IA peut générer un texte cohérent, seul un enseignant peut véritablement inspirer un élève et l'aider à trouver sa vocation. Le document du Vatican nous rappelle avec éloquence les limites intrinsèques de l'intelligence artificielle face à la richesse de l'expérience humaine. Je vous cite ici un bref passage qui m'a marqué. On peut apprendre beaucoup d'une maladie, tout comme on peut apprendre d'une étreinte de réconciliation, et même d'un simple coucher de soleil. Tout ce que nous vivons en tant qu'être humain nous ouvre de nouveaux horizons et nous offre la possibilité d'atteindre une nouvelle sagesse. Aucun appareil qui ne fonctionne qu'avec des données ne peut égaler ces expériences et tant d'autres dans nos vies. Cette réflexion touche à l'essentiel. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, reste fondamentalement incapable d'accéder à la dimension existentielle et phénoménologique de notre condition humaine. La douleur d'une perte, la joie d'une réconciliation, l'émerveillement devant la beauté naturelle, toutes ces expériences vécues nous transforment d'une manière qu'aucun traitement de données ne pourra reproduire. Petite note personnelle ici, j'avais écrit « ne pourra jamais reproduire », mais j'ai enlevé le mot « jamais ». C'est précisément dans cette irréductible différence que réside peut-être notre responsabilité la plus profonde, celle de préserver et cultiver ces espaces d'expérience authentiquement humaines dans un monde de plus en plus médiatisé par les algorithmes. Le Vatican nous propose donc ce qu'on pourrait appeler une éthique de la responsabilité numérique, une approche qui reconnaît que les créateurs de technologies avancées portent une responsabilité particulière envers l'humanité. Comme le disait l'oncle de Spider-Man, qui n'est pas cité dans le document papal, bien évidemment, rassurez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette responsabilité s'étend à plusieurs niveaux. D'abord, celui de la transparence. Les citoyens devraient comprendre, au moins dans les grandes lignes, comment fonctionnent les systèmes qui influencent leur vie quotidienne. Ensuite, celui de l'équité. Les bénéfices de l'IA devraient être accessibles à tous, pas seulement aux nations ou aux individus les plus fortunés. Enfin, celui de la durabilité. Le développement technologique ne peut ignorer ses conséquences environnementales à long terme. Le document souligne également l'importance du discernement personnel. Dans un monde où l'information est surabondante mais où la sagesse reste rare, chacun doit cultiver sa capacité à distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu. L'IA peut nous aider à traiter des données, mais elle ne peut remplacer notre jugement moral. Ce qui émerge de cette réflexion vaticane, c'est l'appel à une forme de sagesse adaptée à l'ère du numérique. Une sagesse qui ne consiste pas à fuir la technologie, mais à l'intégrer harmonieusement dans une vision plus large de l'épanouissement humain. Une sagesse qui nous invite à poser des questions fondamentales du style « Une société où tout est optimisé par des algorithmes est-elle vraiment souhaitable ?» L'efficacité doit-elle toujours primer sur d'autres valeurs comme la contemplation, la gratuité ou la rencontre authentique? Ou encore, comment préserver notre capacité d'émerveillement dans un monde de plus en plus prévisible et calculable? Le Vatican nous rappelle, avec la perspective unique que lui confèrent 2 millénaires d'histoire, que nous ne sommes pas les premiers à affronter des bouleversements technologiques majeurs. D'autres générations ont su intégrer ces innovations révolutionnaires sans perdre leur âme.
Peut-être que la véritable intelligence finalement ne réside ni dans nos cerveaux biologiques, ni dans nos créations numériques, mais dans notre capacité à maintenir un équilibre entre tradition et innovation, entre efficacité et humanité, entre l'ancien et le nouveau. Dans un monde obsédé par l'accélération perpétuelle, cette innovation à la réflexion posée et à la sagesse millénaire pourrait bien être la contribution la plus précieuse que puisse offrir la plus ancienne institution du monde à notre avenir numérique. On est rendu au moment où je vais rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX et design. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, avant de parler de ton invité de la semaine qui est vraiment intéressant, je veux t'entendre sur cet événement qui est parallèle à Interface à Québec. Là, il y a cet événement-là, mais il y a un événement parallèle qui n'est pas dans la programmation, mais que tu organises pour les gens du UX et du design. Ben, tout à fait. J'ai à Québec, il va y avoir 2 conférenciers qui sont à Interface que je vais en profiter pour faire un off Interface apéro UX en fait. Tu sais, j'organise apéro UX depuis un petit bout de temps et donc on va organiser ça, on va faire ça off-site pour parler et faire ça. On va peut-être avoir un petit public, on verra, on va s'organiser sur une table pique-nique à l'extérieur et on va faire ce petit événement-là effectivement pour le mois de mai. Es-tu en train de me dire que Apéro UX maintenant a une édition Québec? Peut-être. Hein? Oh, on peut le lire comme ça. OK, bon, on en apprendra plus, mais en tout cas, belle idée, belle initiative. J'imagine que tu invites les gens qui sont dans l'industrie à se joindre à vous. Tout à fait. À tous ceux qui seront à Interface, faites-moi signe, on va s'organiser. Ils peuvent avoir de l'information, rentrer en contact avec toi. À partir de mon LinkedIn, ça va être la façon la plus facile. Bon, merci pour cette blog-là, mais je trouvais ça important. Tu es en déplacement, puis une belle occasion d'aller te rencontrer et de parler du UX et de design avec toi. Maintenant, ton entrevue, cette semaine, tu as décidé de nous amener dans le monde de l'assurance pour parler de UX et de design. Tout à fait. Écoute, quand on me demande où il est intéressant de travailler en UX à Montréal, je dis souvent Intact. Parce que l'Intact Lab, c'est vraiment un endroit dynamique où ils font des choses bien intégrées avec tout ce qui est fait de tout ce qui est projet numérique. Et donc, cette semaine, je parle avec Marie-Lise Hamel, que on a déjà interviewé ici, que je connais depuis plusieurs années, qui a la mission en ce moment de faire un projet ou faire un rapprochement avec les gens qui sont dans l'AI, qui font dans le data et l'AI, ils font des projets et elle nous en parle et à quel point ce rapprochement-là fait des choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, pour des projets internes avec des langages des modèles langagiers, pardon. Et donc, il y a quelque chose vraiment qu'ils sont en train de mettre en place qui est vraiment intéressant. Oui, et puis c'est intéressant parce que pour avoir entendu ton entrevue, je trouve ça intéressant d'entendre cette histoire de 2 équipes qui collaborent vraiment ensemble. Ouais. On sent pas qu'il y a une lutte, on sent que tout le monde travaille ensemble pour justement essayer de voir jusqu'où on peut pousser. Et il y a une réalisation. Ouais. Mon Dieu, le UX ne nous nuit pas, mais il aide. Il aide. Si on les intègre tôt dans le processus, en réalité, ça va faire un projet qui va être plus porteur, qui va vraiment parler aux gens à qui on destine, à qui ça doit parler finalement. Et donc, c'est pas anodin. Donc, quand on réalise ça dans les grandes organisations, ben c'est là où ils nous appellent, nous, aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça reste encore un gros un point d'arrêt, hein, quelque chose qui est pas évident à faire comprendre dans l'industrie. Mais quand c'est compris, ça fait du chemin, vraiment. Bel exemple, en tout cas. On va l'écouter à l'instant. Je te remercie pour cette rencontre-là. Je te souhaite un bon off Interface à Québec avec ton apéro UX. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut, à la semaine prochaine. Donc, moi, j'étais vraiment un UX team of one. J'étais comme consultante interne. J'ai commencé à prendre plein de petits projets qui étaient à l'extérieur du lab. J'ai commencé à prendre ces projets-là puis à vouloir bâtir une équipe. Sauf qu'à un moment donné, pour vendre ton projet, pour aller chercher du budget, il faut qu'il y ait un filon, il faut que les projets soient comme à haute valeur, à haute. Puis ceux qui l'avaient, c'est souvent ça, c'est en innovation. Puis c'était le Data Lab. Fait que nous, on est One Lab maintenant. On est un des, je crois que maintenant, on est le plus grand lab d'innovation au Canada maintenant, Intact Lab, mais c'est séparé en 2. Ouais. On est maintenant même en Asie. On a des bureaux partout au Canada. Il y a des gens au lab à Toronto. Il y a des gens au lab ici. Il y en a à Hong Kong. Donc, il y a beaucoup qui se passe. Puis, il y a aussi le fait qu'on a mergé. Fait qu'on a mergé. Au début, on était les designers. Il y avait quelques PO. Mais là, on a fusionné avec TI. Puis, on a aussi fusionné avec une autre partie du lab. Parce qu'il y a 2 labs. Il faut comprendre qu'il y a le Digital Lab, puis il y a le Data Lab. Fait que le Digital, c'est tout ce qui est numérique, expérience utilisateur, design, recherche utilisateur, tout ça. C'est ça, le Data Lab, c'est vraiment, eux, ils vont faire de l'exploration. Ils vont développer des modèles, par exemple, en AI. Ils vont faire de l'exploration. Puis après ça, ils veulent l'appliquer.
mais ils n'ont pas d'interface, ou en tout cas, c'est les développeurs qui vont faire une interface, ils vont faire des pilotes. Fait qu'ils ont une solution qui est super, mais tu mets ça dans les mains des utilisateurs, puis ils sont comme, OK, il y a plein de problèmes au niveau de l'utilisabilité, il n'y a pas vraiment de valeur, ça ne fonctionne pas. Fait que là, en plus, tu crées un problème au niveau de l'adhésion, puis même si tu l'améliores après ça, l'idée première est on parle d'ancrage, là, ton idée est faite. Donc là, le premier projet que j'ai pris, c'était un AI. Fait qu'on a travaillé sur un premier projet qui était une interface pour le légal, fait que pour les avocats chez Intact qui travaillent sur des réclamations en santé. Donc, il y a 700 avocats, qui est quand même un gros public. Le Data Lab ne va pas nécessairement penser à nous, pas parce qu'ils ne nous font pas confiance, mais on a encore la perception que le UX, ça rajoute du temps, c'est long, on va poser des questions aux utilisateurs, ça va ralentir le processus. Il y a aussi le fait que nous, on n'avait pas de capacité. Fait que ça fait que, oui, on est One Lab, mais chacun était dans son coin. Puis là, avec le AIX, on travaille ensemble. Fait que c'est aussi le début d'une nouvelle aventure où on crée One Lab. Fait que non seulement on crée des produits en intelligence artificielle, mais là, on apprend d'eux parce que travailler avec eux, là, tu te sens, tu as le syndrome de l'imposteur assez rapidement. C'est des gens tellement intelligents et avancés au niveau connaissance AI. Fait que c'est super stimulant de travailler avec eux. Puis eux apprennent de nous parce qu'ils n'avaient pas l'utilisateur en tête. Ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient les choses. Ils connaissaient la technologie. Là, on met les deux ensemble, puis on se rend compte que si on fait du 80-20, puis on prend la mentalité rapid prototyping, là, dans notre équipe, il faut que tu sois proactif, que tu as la pensée innovante, think outside the box, puis 80-20. Puis eux, ce qu'ils apprécient, sont comme, wow, enfin, on travaille avec des gens qui ont compris 80-20. Fait que là, on itère, on questionne les utilisateurs, mais on ne va pas faire des gros sondages qui vont prendre. Non, on fait ça en parallèle, on prend des ajusteurs, on les met dans une salle, on leur pose plus Teams, là, on leur pose des questions, on itère en parallèle, on est proactif, on est comme, OK, la prochaine version, on est dans Jira avec eux. Le data scientist, il joue un rôle de PO. Moi, je joue un peu un rôle de PO. Tu sais, tout le monde a un bout de PO, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de faire grandir l'équipe et d'avoir un PO parce que ce produit-là, DocMax, là, qui va servir aux avocats, il va aussi servir aux ajusteurs qui prennent le dossier avant les avocats. Puis après ça, il va servir à ci puis à ça. Fait qu'il va grandir. Il y a des features qui vont être ajoutés dépendamment des clientèles auxquelles il va s'adresser. Puis il va grandir, il va s'adapter. Dans le fond, ça devient un produit qui va pouvoir se promener dans l'entreprise puis évoluer. Donc, on a besoin de ownership. Puis là, quand on est arrivé sur ce premier projet-là, DocMax, le pilote était déjà amorcé. L'interface était déjà faite, mais c'était une interface noire. Et nous, on est arrivés. On a parlé aux utilisateurs, on a parlé au SMI, qui est un avocat en charge des utilisateurs, qui représente un peu le groupe d'avocats. Puis il a commencé à nous dire, nous, là, ça nous prend des semaines à faire un rapport. Il faut prendre des PDF, des documents, les lire. Après ça, on fait un sommaire médical. C'est ça qui est utilisé après ça pour nos dossiers. Mais on a aussi des questions à poser. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a revu l'interface pour que ça soit vraiment facile à comprendre que sur cette application-là, tu peux uploader des documents. Donc, tous tes documents légaux à partir de l'interne, finalement. C'est protégé. Il y a vraiment beaucoup toute la sécurité a été évaluée. Donc, tu uploads tes documents. Fais Generate Summary. En sélectionnant les documents que tu as uploadés, peut-être tu en as 3, 4 que tu veux envoyer en sommaire. Fait que tu vas sélectionner tes 3-4 documents, Generate Summary, ou tu peux chatter avec ton document puis dire, où est-ce que la personne s'est blessée? Quelles parties de son corps sont affectées? Le pied, le poignet, tout ça. Mais tu peux aussi chatter de façon globale sur des aspects légaux pour avoir des conseils légaux. Puis là, tout ce qu'il faut penser en design, c'est que c'est pas pareil comme quand on design pour du non-AI parce que tu as toute la loupe le feedback loop là, qu'on appelle à penser. Premièrement, il y a des guidelines, il y a des principes, tout ce qui est trust, confiance, persuasion, la peur, ou des fois les gens vont avoir des attentes très élevées parce qu'ils vont comparer ça à ChatGPT, mais nous, on commence, on n'a pas encore collecté d'informations, donc il va faire des erreurs. Fait que l'importance aussi d'ajouter partout qu'il faut que l'humain valide son contenu, valide les informations. Mm-hmm. Donc là, c'est ça. Fait que là, tu as ton document, tu as ton sommaire médical avec toutes les références, mais les références, il faut que tu ailles les valider. Fait que quand tu cliques sur ta référence, ça va prendre ton PDF, ça va le highlighter, ça va dire c'est là qu'on a mis l'information. Okay. À toi de valider si c'est vraiment ça. Et quand tu as validé, on te met un thumbs up ou un thumbs down. Puis si c'est pas bon, tu vas faire un thumbs down.
Puis au lieu de juste, tu sais, avant qu'on soit là, c'était juste envoyer thumbs down. Mais là, on dit, ouais, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'information ne correspond pas à ce que tu avais cherché? Est-ce que l'information est incomplète? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tout ça, c'est envoyé au Data Lab. Eux, ils récoltent, ils analysent, puis là, on améliore l'outil. Donc, c'est des outils de Gen AI qui s'améliorent avec le temps. Donc, on a absolument besoin de mettre ça en pilote pour avoir du feedback utilisateur. Puis nous aussi, ben, le Data Lab, ils vont faire de la validation on the side aussi. Fait qu'on va aller de deux façons, par les utilisateurs, en faisant des tests aussi à côté. Mais tout ça, le feedback loop, ça n'existait pas. Il a fallu la designer nous-mêmes. Fait que là, on crée des nouveaux patterns. On a dû créer un petit logo pour AI parce que celui qu'on utilisait, c'est comme le logo nouveau. Mais là, dans le design system, l'étoile, c'était nouveau. Fait que là, il a fallu faire un autre type d'étoile pour AI. Après ça, il y a plein de choses qui sont typiquement AI. Tu sais, comment on représente que l'AI te suggère telle affaire? Est-ce qu'on met suggested? Est-ce qu'on met... Bref, plein de choses qui n'existaient pas du tout pour nous au niveau design. Fait qu'on fait beaucoup de lectures, on fait des formations, on se questionne, on invente des choses. On est comme, attends, comment on fait pour montrer aux gens, pour dire aux gens, hey, c'est en test, il n'est pas parfait l'outil. On va designer une petite badge bêta, puis on va le mettre sur notre outil, puis là, les gens vont comprendre que c'est un test, ils vont réduire leurs attentes, puis ils vont vouloir participer au pilote et fournir du feedback. Fait qu'il y a plein de choses à penser. Fait qu'il y a beaucoup de behavioral science puis qui est ta spécialité. De psychologie à rentrer là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est si intéressant. On vient de faire un pilote où on voit qu'on a 1 million de valeurs juste en mettant ça dans les mains des ajusteurs. On peut réduire le temps d'appel puis récolter 1 million par année juste en facilitant la tâche de l'ajusteur. Fait que c'est ça qu'on fait pour l'instant. On est AI en Enterprise UX, donc on fait des trucs pour l'interne. Peut-être qu'un jour, ça va aller à l'externe. Mais là, on optimise le travail des agents au téléphone, des ajusteurs, des avocats. Et toi qui fais des projets numériques depuis des années quand même, quel est le gros différenciateur là, de ce qui arrive? Tu travailles maintenant avec l'AI. Tout à l'heure, tu as parlé on fait des exercices de design pour améliorer le loop. Mais l'interface comme telle, avec une AI conversationnelle, elle est... qui n'ont pas été faites. On s'imagine toujours ChatGPT en ce moment, quand on pense à l'AI, c'est un chat. C'est un clavardage avec un modèle de langage. Mais là, vous êtes allé un peu plus loin. Il y a des écrans, il y a des choses qui apparaissent. Vous inventez quelque chose qui n'existe pas. Là. Exactement. Ben, c'est sûr que ChatGPT était notre inspiration parce que des fois, il y a une portion chat dans nos choses. Mais des fois, ça peut causer un problème parce que, par exemple, l'interface qu'on bâtit pour les agents au téléphone, ce n'est pas vraiment... c'est un Q&A, mais ce n'est pas un chat. Puis la façon dont le Data Lab l'avait designé au début, c'était un chat. Fait que les gens étaient déçus, ça répondait pas à leurs besoins. Fait que nous, on a revu l'interface pour faire en sorte que ça ressemble peut-être un petit peu plus à un engin de recherche ou le AI que tu vois sur Google. Donc, tape ta question, tu as tes résultats de recherche, mais en haut, tu as quand même quelques lignes que l'AI te résume, mais tu as quand même d'autres résultats de recherche. Donc là, ça compense un peu, puis tu comprends que c'est pas juste AI, puis il y a quand même certaines limites. Là, s'adapter aux besoins d'une personne qui est au téléphone avec des clients, en principe. Là. Ben oui, puis en plus, là, on s'est dit, l'application, on ne peut pas être large. On avait besoin, finalement, de la solution, ça a été d'intégrer ça dans Microsoft Edge pour le mettre en sidebar. Puis là, il faut composer avec, tu le sais, là, toutes les limites technologiques. Tu sais, ici, Docum, c'est l'outil qu'on utilise pour donner de la documentation. Puis là, ça va dire oui, blabla, avec la source. Tu vas cliquer sur la source. Mais là, il faut que ça aille highlighté dans Docum. Fait que là, tu as un autre système, puis Docum est ouvert avec ça. Puis là, tu as l'autre écran. Finalement, ils ont comme 3-4 fenêtres ouvertes. Fait que là, comment tu fais pour... Nous, on voulait l'intégrer dans Docum, mais tu peux pas techniquement. Fait que là, avec Microsoft Edge, on a trouvé comme, ça vient se mettre à côté. Il y a tout le change management aussi, le training, parce que c'est quand même technique. Il faut trainer les agents. Puis nous, on est là en support pour revoir les decks de la documentation, pour voir comment on train les agents, voir si c'est clair. Et puis, j'imagine que ce n'est pas tous les agents qui sont sur le système, donc vous en mesurez une partie avec, une partie sans. Qu'est-ce qui s'en vient là? Donc, le département grossit, cette collaboration-là entre les deux labs s'améliore de plus en plus. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient? Prochaines étapes. Là, on a engagé deux personnes super. Donc, un UX senior et une UX, donc 2 designers qui utilisent beaucoup Figma parce qu'on a un design system, puis on utilise Figma pour bâtir l'application. Puis c'est ça c'est des fichiers Figma-là qu'on donne aux développeurs. Donc, on a besoin de design. On aura toujours besoin de Figma. Ce qui s'en vient, c'est que là, c'est ça, on se rend compte que oui, c'est un partenariat stratégique, mais il y a
énormément de tâches au niveau de la coordination des équipes de développement, d'inclure les user tests, les user feedback sessions dans le processus. Donc, on a besoin d'un PO. Fait que là, on est à la recherche d'un PO spécifiquement pour DocMax. Parce que là, on veut vraiment qu'il y ait un ownership au niveau du produit pour que le produit vive dans le temps, pour qu'il y ait une vision, pour qu'il y ait un futur et pour pas qu'on fasse comme... Là, on est en train de traiter les choses comme des projets, puis on veut pas que ça aille dans ce sens-là. Puis là, c'est rendu qu'on nous appelle pour être sur vraiment là, au début, quand on cogite, quand on regarde c'est qui les fournisseurs de services, par exemple, un système CCaaS, c'est complètement différent. Fait que là, on est vraiment strategic partner. Éventuellement, c'est sûr que toutes les équipes vont se mettre à faire du AI, il va y avoir du AI. Puis, on n'est pas les seuls à faire du AI. Il y en a un peu partout, mais nous, je pense qu'on a mis en place une pratique, des outils, des guidelines. On a quelque chose qui s'appelle le Hacks Toolkit. C'est quand on fait des formations. C'est quoi les outils? Un petit peu comme les best practices de NNG. Bien, on s'en est fait pour le AI à l'interne. Puis, on y réfère toujours. On commence à donner des petites formations aussi à gauche, à droite. Fait que ce qui s'en vient, c'est gros. C'est gros parce que c'est une mort infinie de produits, d'utilisateurs. Puis, on n'a même pas commencé à regarder l'utilisateur final encore. Marie-Lise, j'aimerais ça te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à toi, JS. Ça m'a fait plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Un grand merci à nos invités, un merci énorme à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. Et puis merci aussi à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon peut-être lundi si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Portez-vous bien. À très bientôt.